tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mercredi 23 mars, il est 12h30 et nous sommes en direct pour vous décrypter l'actualité des gens pas au centre de la caméra et des jeux vidéo, tech ainsi que pop culture aujourd'hui durant la prochaine heure 45 qui nous unira tous ensemble avec vous, très cher chat de le stream. Autour de la table pour m'accompagner sur cette revue de presse, Zouaman, Ouyou, Rezoa. Bonjour. Zouaman, Rezoa, BMS. Comment vas-tu, Ken? Écoute, ça va bien. Ça va bien. Je suis en forme. Je m'épanouis. Aussi, je suis en forme, Ken. Parce que ce week-end, j'étais allé bosser dans une convention. Convention. Ouais, convention. C'est le retour des conventions. Ouais. Ça existe encore. Convention. C'est le retour du rap français. T'étais avec Donald Renew et Phil Drong à Paris Manga? Non. Allez. Ah non, moi j'étais à Clermont. Clermont. Clermont Geek Convention, bien sûr. Oh. Exactement, Polo derrière. Et du coup, j'étais avec Trunky, j'étais avec Edouard Rétro Découverte. Et ça s'est super bien passé. Et pour valider ce magnifique week-end, j'ai pu rencontrer une Jojo Sœur. Arrête. Ouais, il y avait une Jojo Sœur qui a fait un cosplay Joline qui était de type légendaire. Du De coup, type t'as photographié ou pas? Ouais, c'est ça. J'avais mis sur Insta même d'ailleurs. Ah, Mais du coup, j'ai raté ouais, tu vois, ça. les cosplays Jojo, c'est trop facile sur nous, tu vois. C'est trop facile sur nous. C'est dur à bien faire. Donc quand on dit c'est trop facile, c'est-à-dire nous on envoie on prend la face directement, quoi, vu on kiffe l'œuvre. Donc ouais, Jojo validé. Donc t'es plutôt content de ton week-end. C'est ça, content de mon week-end. De Magnifique. belles rencontres, un bon stand, du jeu vidéo et du Jojo. Oh, ouais, tu vends du rêve. Tu vends du rêve. Suri, est-ce que tu vends du rêve, toi? Écoute, je vends du rêve Ah, il vend du rêve. parce que je parle d'Overwatch 2. Oui. Très bien. Je prêche pour ma paroisse, je vends du rêve à ceux qui croient encore à Blizzard. Et Toi, j'attends avec t'es dans la file d'attente de la bêta. Tu es là dans les Ah, c'est starting, bon, là. dans les Là, c'est starting prêt. blocks. On y croit. C'est le grand retour. Petite date là qu'ils de ont Blizzard. vendredi. Parfait, tu te disais, ok, donc dans 5 semaines, je suis sur Overwatch 2. J'aime bien ça. En tout cas, encore un peu d'attente tout de même Eh oui. avant de profiter de cette nouvelle mouture. Kao est avec nous. Kao, l'actrice. Oui. Et oui. Elle tourne sur toute la chaîne à 24 heures sur 24 sur tous les réseaux, aujourd'hui. là, ouais. Incroyable. Mais alors, tu Et- nous avais caché ces talents incroyables. Oula, on est dans le talent négatif, mais justement. Comment ça Non, mais justement, ça Comment ça contrecarre et ça passe. Ça passe, mais surtout vraiment le talent de réal d'Alex Masson qui est fantastique. Et encore là, c'est le premier épisode, il y en a 3 autres qui arrivent, ils vont être juste ouf. Avec 2 épisodes avec Ted et Lutti, et après encore un avec Maxime et moi. Ah, Lutti, quel acteur. Ouais. Ah ouais, apparemment, il a excellé. Hein. Je me suis pas spoil sur les épisodes parce qu'on nous les avait envoyés. Donc, hâte de voir ça. C'est formidable, incroyable à retrouver évidemment tout ça au milieu de nos émissions sur notre antenne, puisque cette émission sera suivie, je vous rappelle, de JV l'hebdo, JV qui fête ses 25 ans, il me semble, aujourd'hui c'est 25 ans Eh ben. que JVcom existe, je ne sais pas Non. si vous vous rendez compte, mais ça fait quand En même... vrai, c'est un truc de boomer. Ouais, C'est ça qui est, parce qu'au final, ouais, ça Est-ce que... a droppé pas mal de générations au final. J'avoue. Est-ce que la longévité est signe de qualité de nos jours, tu vois? On peut tous arriver et se vanter d'avoir été le premier à avoir fait machin, le premier à avoir fait truc, mais finalement, il faut vivre aussi avec son temps, tu vois, et JV évolue aussi avec son JV temps évolue, en ouais. ce moment, donc ça reste très important pour toucher évidemment plus de public. Qu'est-ce qu'on fait encore là? Animons sur Instagram le Lunch Play, animons-le sur TikTok. Franchement, nous ne... On fait des petits live TikTok et puis ils nous envoient des cadeaux, ouais, bien sûr. Des cadeaux? On peut envoyer des petits cadeaux, Ah ouais? apparemment. C'est comme ça qu'on fait du bise, apparemment. Sans deck. Alors, ouais, je suis un peu novice sur la plateforme, mais visiblement, ça marche. Let's go. Bon, sachez que grâce à nos équipes de monteurs incroyables, des bouts de Lunch Play sont retrouvables d'ailleurs dans vos réseaux sociaux préférés, notamment Instagram. Vous avez des petits extraits, justement, des moments forts du lunch sur l'Insta de le stream. Aujourd'hui, au programme, on va parler de beaucoup de choses, puisque l'un des chefs de projet de chez BioWare a monté son propre studio. On va en parler. On reparlera de Gran Turismo qui n'en finit pas de défrayer la chronique et les critiques. Apex Legends offre une roadmap sur pas mal d'années. On ira regarder ça. Puis enfin,
Ghostbusters voudrait revenir en jeu vidéo. Ce n'est pas Ghostwire Tokyo, mais bien Ghostbusters, le film, la licence, le bibendum, tout cela absolument incroyable. Des nouvelles de Square Enix, des nouvelles de Zelda, avec à la fois des portages PC, mais aussi Zelda qui est bien en lice pour devenir un jeu vidéo du Hall of Fame et succéder à l'immense StarCraft dans le Hall of Fame des jeux vidéo. Puis ensuite, il y aura la chronique de Suri, bien entendu. Vous le savez, les sorties de la semaine, grosse sortie cette semaine en pagaille. On continuera la revue de presse, on parlera un peu de Call of, de Buzz l'éclair, le film qui arrive, d'un bouclier d'invisibilité. Le savez-vous? Mais non. Mais vous allez voir, c'est incroyable. Incroyable, ça existe. Je veux voir ça. Moi, j'avais Ça déjà vu des gens essayer de faire la cape d'invisibilité. Ouais, Donc là, c'est vrai que c'est étonnant. C'est le marrant. bouclier d'invisibilité. Ouais. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Ah, Les règles comme de la l'optique, craie. les règles de l'optique sont impénétrables, bien entendu. Et enfin, K.O. terminera avec une chronique sur Andrew Schuldeis, qui n'est autre que le développeur de Tunic, jeu extrêmement joué et extrêmement populaire actuellement. On reviendra sur la création de Tunic et le background derrière Ça. ce créateur de jeux vidéo. Et on commence tout de suite par la première news, Casey Hudson, les petits amis anciens de chez BioWare. 23 ans que cet homme a travaillé chez BioWare. Il vient de fonder son nouveau studio, le studio Humanoid, et évidemment avec une volonté de développer des jeux de science-fiction AAA. On rappelle, Casey Hudson a travaillé sur des licences ouf comme KOTOR, comme évidemment Mass Effect. Bon, il a aussi travaillé sur Anthem un peu plus récemment, mais il a travaillé sur Baldur's Gate 2, Jade Empire, Neverwinter Nights, MDK2. C'est vraiment un mec, enfin c'est le daron du game de chez BioWare. Voilà, il a décidé de partir pour aller faire son propre studio et ses propres jeux tels qu'il l'entend, quelque part. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va faire comme type de jeu? Les jeux qu'il a toujours aimés, à savoir des jeux de science-fiction, des gros RPG de science-fiction dans l'espace. Je vous pose la question justement ici. Alors, on voit ici son site internet. Notez qu'en plus, il recrute énormément de personnes parce que l'ambition de faire un studio AAA nécessite évidemment beaucoup de personnes. On va voir si ça a plus de succès que le studio Initiative jusqu'à l'heure actuelle. Mais ces anciens créateurs de jeux vidéo qui créent des studios pour faire finalement ce qu'ils ont, j'ai envie de dire, quasiment toujours fait. Le Japon en est plein, que ce soit Inafune qui refait du Megaman, Yu Suzuki qui refait du Shenmue. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas spécialement envie de créer des choses extrêmement nouvelles. J'ai peur que ce que veut faire finalement l'ami, c'est Mass Effect, en vérité, avec un autre skin, une autre ambiance, un autre univers. Reza, est-ce que tu as cette peur-là aussi? Non, j'ai pas cette peur parce que je me dis que ça dépend aussi de la volonté lors de la création du studio. Il faut aussi voir derrière si le studio reste en indépendant ou si le studio va être acquis par un gros éditeur ou constructeur, ou est-ce que le mec va faire un projet en partenariat, en featuring avec un gros constructeur ou un gros éditeur. Du coup, il y a plein de choses, je pense, qui vont nous indiquer s'il veut faire la même chose ou pas. Après, voilà, il a déjà fait du Mass Effect, il a déjà fait du KOTOR. Ceux qui ont déjà joué savent que c'est des licences assez costauds. Et des jeux incroyables. Et des jeux qui ont marqué leur génération, il faut le préciser. Un KOTOR, c'est époque première Xbox. Il est considéré top 3 des jeux de la première Xbox, il était aussi sur PC. Mass Effect, c'est, on va dire, l'âge d'or de la génération Xbox 360, PS3. Donc, c'est vers 2008, tout ça, que ça a commencé. Donc, je le vois bien partir sur quelque chose de nouveau. Parce que là, Mass Effect récemment avait eu une édition, je crois, qui était ressortie. Donc, refaire du Mass Effect, je pense pas. KOTOR a son remake qui arrive, pas un remaster, un remake avec un nouveau gameplay, type action RPG. Qu'on prévoit pas avant 2024-2025. C'est ça. C'est hallucinant. Et donc, bon, sortir de là pour refaire un Mass Effect bis reskiné, je pense pas. Donc, j'ai envie d'avoir confiance et de me dire qu'il va partir peut-être sur une nouvelle licence qui reprendra forcément peut-être un peu le socle ou le build-up de ce qu'il faisait avant, mais avec des nouvelles choses à proposer.
Alors le mec était à la direction de beaucoup de projets chez BioWare. Il a travaillé chez Microsoft, il est revenu chez BioWare. Bref, le parcours de cet homme est assez incroyable. C'est un homme de confiance. Toi, tu as kiffé les jeux qu'il a fait, Suri, que ce soit KOTOR, que ce soit Mass Effect J'ai pas beaucoup joué à Mass Effect ni KOTOR. Ah ouais? Je les Ça ai m'étonne. loupés malheureusement à l'époque. KOTOR était sur PC, hein. Ouais, il était pourtant sur T'aurais PC. pu, hein. Oh, c'est des jeux PC, ça, c'est des jeux C'était PC, PC. première Xbox, ouais. Mais c'est pour ça que j'attends justement tout ce qui va être fait là dans les prochaines années, justement côté KOTOR. Après, moi je me dis, c'est assez similaire à ce qu'on voit déjà. Je pense aussi à Mike Morhaime qui avait quitté Blizzard et qui avait fondé son propre studio. Oui. Je pense que, tu vois, quelque part, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter nécessairement parce que même si c'est des personnes qui avaient des positions et des grosses responsabilités, au moins ça leur permet de recréer quelque chose de A à Z avec leur propre vision et c'est pas forcément voué à révolutionner des genres, etc. S'il est un adepte de science-fiction, oui, peut-être que ce sera proche de ce qu'il a déjà pu faire comme Mass Effect, mais ce sera peut-être une patte beaucoup plus libre finalement que ce qu'on a quelque chose de plus convenu dans des Mass Effect où tu as des codes où tu es enfermé dedans, tu peux pas en sortir. Bah là, c'est l'occasion aussi de se libérer de ça et d'aller au bout de sa vision parce que je suppose que la vision de Mass Effect, il en a donné une partie, Oui. mais il n'avait pas le choix sur tout. Ah bah ça c'est sûr, avec quoi c'était déjà Electronic Arts derrière, hein, Yeah, de toute façon sur Mass Effect. On a vu l'évolution de Mass Effect d'ailleurs au fur et à mesure des épisodes, avec cette fin d'ailleurs retravaillée parce qu'elle n'était pas spécialement, je sais pas, elle plaisait peut-être pas à certaines personnes. Toi KO, quand tu vois ce genre de création de studio, on a parlé du studio Jade Raymond qui est déjà racheté par Sony. On sait que lorsque Kojima a créé son studio en sortant de Oui, chez c'est vrai. Konami, il a eu de l'argent aussi de la part de PlayStation pour l'aider à faire Death Stranding et la promotion de son projet. Peut-on survivre seul dans un studio comme ça avec la volonté de faire des AAA? Bah, en vrai, je pense qu'avec le CV qu'il a, il va avoir pas mal de gens derrière qui vont le supporter. Ouais. Il va juste à proposer un jeu. On voit qu'il s'est déjà vraiment entouré de pas mal de personnes de confiance. Et aussi, bah, là, il part clairement sur une nouvelle licence. Le fait qu'il recrute énormément de nouvelles personnes, un peu de tout, divers horizons, indique qu'il part sur quelque chose de nouveau. Donc, ouais, ça va sûrement intéresser des sponsors, d'autres studios, des grands noms qui vont peut-être mettre la patte dedans. Aucun d'entre vous ici n'a peur de l'effet Mass Effect et d'avoir vraiment un jeu qui va ressembler trait pour trait à Mass Je Effect. sais pas, en vrai, un petit peu peut-être, parce que c'est vrai que c'est une licence qui lui a beaucoup porté, mais d'un côté, il y a tellement à explorer, il l'a expliqué, la science-fiction, ça lui parle, il y a vaste, tellement ouais. de choses Ouais. à voir dans l'espace que peut-être qu'il y aura une touche, mais moi je reste positive quant à son idée. Ouais. Reza. Ouais, du coup, on a toujours eu on a toujours eu des tendances dans le jeu vidéo. En ce moment, la tendance, c'est l'open world. Tout le monde veut faire Ouais. des open world. Ouais. Comme je l'ai dit, les trois quarts sont mauvais en plus, mais tout le monde veut en faire. Là, ça fait 10 ans aussi, on se tape des Souls-like, tu vois. Enfin, 6-7 ans. On va dire plus précisément que la hype est vraiment montée. C'est vrai. On se tape un Souls-like à gauche, un Souls-like à droite. Du coup, moi, je pense qu'il faut pas voir ça comme une peur. Parce qu'aussi, il faut savoir que Mass Effect, il y a pas mal de gens qui l'ont pas fait. Tu sais, il y a pas mal de gens qui, à l'époque, étaient que joueurs PC, qui jouaient pas vraiment aux jeux qui sortaient aussi sur console. Ouais. Donc, t'as une bonne génération qui l'a loupé. T'as ceux aussi qui étaient plus jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on est en 2022. Donc, ceux qui sont nés en 2002, ils ont 20 ans aujourd'hui. C'est Quand vrai. Mass Effect 1 est sorti, ils avaient 6 ans. Ah, c'est vrai, Donc, putain, ça peut-être fait qu'ils déjà ont- tellement de Voilà, tu vois, donc c'est-à-dire que le pool de joueurs, si tu décales, on va dire sur un PEGI 16, tu prends aujourd'hui les gens qui ont 16 ans, ils sont nés en 2006. Donc en vrai, je pense que même si ça peut ressembler à du Mass Effect, moi je pense pas qu'un Mass Effect revisité 2022 avec de meilleurs graphismes, une nouvelle licence, un peu reskinnée sur certaines bases, ça peut quand même être un bon jeu. Comme tu as dit, on va pas forcément parler de la révolution, le mec se crée pas son propre studio, je pense, pour révolutionner le game. On sait que généralement, dans le AAA, c'est dur de révolutionner. Souvent, c'est soit les double A ou les indés qui font plus d'innovation en termes de gameplay, je dis bien de manière générale. Donc, pour moi, c'est pas une crainte. totalement faire ça, ouais. Le space opéra, en tout cas la science-fiction dans l'espace, c'est aussi de plus en plus populaire et énormément de jeux s'engouffrent là-dedans. Fin d'année, il y a Starfield, il y a toujours le projet Star Oui, c'est Citizen vrai, oui, bah oui. qui est justement là. Créer des mondes ouverts, mais plusieurs mondes ouverts maintenant superposés, planète par planète par planète, c'est aussi peut-être une tendance à l'heure actuelle. Est-ce qu'il n'y a pas saturation de ce genre de jeu à l'heure actuelle ou eh bien, juste, les jeux, à votre avis, sont pas encore assez aboutis pour être intéressants. Finalement, on n'a jamais fait mieux que Mass Effect en tant que jeu de science-fiction. Dead Peut-être. Space.
Dead Space, qui est pas un open world complet, non, c'est mais pas un open world, mais j'avoue. c'est la même génération et dans le genre sci-fi, il y avait aussi de l'horreur, c'était vraiment pas mal quand même. Du coup, on va voir. Saturation, vous pensez qu'il y en a trop des jeux de science-fiction dans l'espace comme ça? Pas forcément. Je sens pas véritablement de saturation. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de voir toujours des éléments de science-fiction qui arrivent, peut-être nouveaux aussi parfois pour des univers qui se renouvellent un peu et même un genre qui est quasiment inépuisable, vu que tu peux avoir une imagination débordante, tu peux inventer plein de trucs. Alors oui, il y a des choses qui vont se retrouver, mais ça fait partie des codes du genre. Mais je trouve pas qu'il y ait vraiment une grosse saturation comme je le vois dans d'autres jeux type FPS. Ah oui, j'avoue. KO, toi, t'es pas en overdose, ça va. De toute façon, de base, après, je suis pas une grande fan des jeux de science-fiction. Oh. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais en vrai, il y a tellement encore à voir, il y a tellement à imaginer. On est quand même sur une dimension un peu infinie et c'est un peu ce que notre cerveau est aussi. Donc, en termes de créativité, non, je pense qu'on peut encore faire des choses. Mais voilà, que ce soit open world ou STR ou d'autres genres, je pense qu'on est encore riche à ce niveau-là. Humanoid Studio, on suivra avec attention ça, étant donné le passé évidemment de Casey Hudson avec Microsoft, tous les regards sont posés, un peu comme le studio Initiative sur le géant américain pour voir si ce dernier est là. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà faire le remaster de la trilogie Mass Effect en totalité sur le Game Pass, Electronic Arts et Microsoft étant en partenariat sur l'EA Play Plus. Voilà. À bon entendeur, je préférerais que vous découvriez quand même Mass Effect avec ce remaster qui va quand même rendre le gameplay du 1 et du 2 un peu plus smooth qu'avec les versions originales qui, je dois bien vous l'avouer, sont une purge infâme. Ouais, je voulais me le faire via ça. Justement, je me suis dit, quand j'ai vu le remaster arriver, je me suis dit, ok, celui-là, je me le mets de côté. Et je vais me le faire un jour. Alors, bien sûr, j'ai pas eu le temps, mais comme d'hab. Mais je me dis, c'est par là que c'est ça aussi qui est pas mal d'avoir ce genre de remaster. Comme ça, au moins, tu peux le redécouvrir quelques années plus tard et avec quelque chose d'un peu plus modernisé. Parce que certains gameplays vieillissent un peu mal. Et de ce que j'ai vu dans le chat, apparemment, les premiers opus, le gameplay aurait mal vieilli. Ah non, mais c'est horrible. Horrible. J'ose pas. Totalement. Vraiment horrible. Mais bon, c'est corrigé, en tout cas, en grande partie, par ce remaster. Fort heureusement, Mass Effect Andromeda a sauvé la licence. Et ça, c'est formidable. Nous revenons sur l'affaire Gran Turismo. Vous savez, cette affaire qui a défrayé la chronique review bombing de Gran Turismo 7 sur la plupart des sites de jeux vidéo. Le jeu, évidemment, plutôt très bien noté dans l'ensemble par la presse, mais la presse qui n'a visiblement pas eu la version définitive du jeu, car la version définitive du jeu, ne vous permet pas d'avoir accès aux voitures très facilement, de grinder des crédits très facilement, et le jeu vous propose, via petit paiement en argent réel, d'acheter les crédits pour pouvoir vous offrir les voitures du jeu. C'est encore une fois le descriptif de Gran Turismo qui met Polyphonie Digital un peu plus dans la sauce, puisque, vous savez, hier, on a eu le débat, je disais, bon, c'est pas grave, Gran Turismo, tu peux grinder, tu gagnes des voitures, tu les revends, et ensuite, après, tu peux quand même te faire un peu d'argent pour acheter les trucs. Non, il n'est pas possible de revendre des voitures dans ce Gran Turismo 7. La preuve que je n'y ai toujours pas joué, parce que je vous dis, je refuse de payer un jeu 80 €, mais le fait est que il est inclus dans la description PlayStation Network, le fait que l'on puisse vendre le jeu. Et c'est ça qui fait un tout petit peu les voitures. C'est ça qui fait un peu grincer des dents. C'est JV, évidemment, qui titre cela, reprenant la description, avec le retour du légendaire mode de simulation GT. Achetez, préparez, concourez et vendez vos voitures dans une campagne solo gratifiante, tout en débloquant de nouveaux véhicules et défis. Voilà, et si vous aimez affronter les autres pilotes, affluez vos compétences et participez au mode GT Sport. Le mot vendre est là, et on ne peut pas vendre. Même le principe de base de Gran Turismo, évidemment, qui est mis dans la description, n'est pas inclus dans le jeu. Je me retourne vers vous et je vous demande, qu'est-ce que l'on peut faire là pour sauver aujourd'hui Gran Turismo, qui, je le rappelle, n'a pas tant besoin d'être sauvé auprès du grand public, car le jeu est un succès, toujours en tête des ventes, même sa semaine après la sortie, en Europe, Gran Turismo 7. KO.
Remettre le système de vente avec des échanges, on va dire, proportionnels à la vente et on va dire offrir un peu des bonus aux joueurs qui ont acheté le jeu. Voilà, Ouais. comment on fait s'il y en a qui ont mis la main à la pâte et on leur dit on change. En fait, il faut passer l'éponge, mais avec quelque chose de bien, en fait. Ouais. Si on peut offrir un petit bonus peut-être aux joueurs qui ont un jeu un peu mensonger, ce serait pas mal. Et après, forcément, s'améliorer, mais il faudrait faire ça vite, quoi. Parce que c'est dommage. Suri, il y a moyen de récupérer l'opinion ici pas. sur ce Gran Turismo 7, qui, je le rappelle, est un très bon jeu, mais ce business model est en train de ternir son image. Non, pour moi, la confiance, elle est déjà attaquée et tu ne pourras pas la rechanger avec une quelconque modification qui va être faite. Après, oui, la bienséance voudrait quand même que tu revoies l'équilibrage. Alors, comme K.O. l'a dit justement, mettre en place le système de vente et je pense revoir l'équilibrage à ce niveau-là en mode, ok, je gagne tant de crédits par course, là, le réajuster comme ça devrait l'être finalement, comme ça devrait être quelque chose de normal et que tu ne dois pas grind des heures et des heures pour aller chercher ta voiture ou payer même. Et vu que c'est un succès commercial, bon, éventuellement réduire le fait que tu dois payer 40 balles pour ta voiture. Oui, tu peux avoir encore même des microtransactions, mais beaucoup moindres, beaucoup moins cher. Parce que bon, si ton jeu il se vend, derrière, tu as des revenus suffisants pour pouvoir te permettre ce genre de choses. Et même si ça aurait dû être dans le jeu de base, pour moi, c'est rééquilibrage et mea culpa pour essayer de déjà s'excuser dans un premier temps. Alors Fabou dans le chat nous dit mais oui mais Ken, il n'y a que ça comme jeu de conduite sur PlayStation aujourd'hui. Il a raison, le jeu est littéralement en monopole complet sur sa propre plateforme. Reza, toi qui es un grand joueur de jeux automobiles, que ce soit de Gran Turismo ou de Forza, comment t'as accueilli le business model un peu de ce Gran Turismo? Est-ce que tu le sentais venir, ces mises à jour qui allaient le rendre encore plus difficile et rigide? J'ai mis à tes souhaits, K.O. J'ai mis mes lunettes Ken pour que tu me vois pas pleurer. Tu me vois pas. Tu me vois pas. Je prends la pilule bleue, je te le dis tout de suite. Comment il s'appelle le méchant dans Sonic déjà Robotnik ou Dr Eggman. Il y a des bonnes rêves dans le chat. Riddick. Voilà. Riddick. Il y a Morpheus. Pas Vin Diesel. Robotnik, K.O. On va se battre après, toi et moi. Mais Ça on va va trop revenir bien. sur Gran Turismo 7 d'abord. Moi, je suis hyper triste déjà parce que moi, je joue aux jeux de voiture depuis que je suis gamin. Bah ouais, comme moi les aussi, jeux de combat. moi aussi. Voilà, vraiment, j'ai autant joué aux jeux de voiture qu'aux jeux de combat. J'ai eu Gran Turismo 1, 2, 3, 4. Après, j'ai eu Forza Motorsport 1 jusqu'au 6. J'ai pas trop dosé le 7 et tout ça. Et quand Gran Turismo 7 a été annoncé, j'étais assez content parce que nous, il y a 2 ans, on a eu l'annonce de Forza Motorsport 8 ou Forza Motorsport Reboot. Où ils détruisent tout ce qu'ils ont fait sur Forza Motorsport, ils repartent sur un full nouveau jeu de simu. Et en attendant, on a eu Gran Turismo 7. Donc moi, je me suis dit, on va avoir Gran Turismo 7, on va le doser, je vais le proposer à ma commu, ça va être lourd. Sauf que là, Ken, on s'est fait pisser dessus par le système. Déjà, le premier problème, c'est que tu peux pas jouer au jeu offline. Là, moi, j'étais en stream. Arrête. Putain, c'est vrai. Attends, mais ça, je savais même pas. Moi, j'étais en stream. Moi, tu vois, j'ai un câble de 30 mètres à la maison. J'étais en stream, mon câble, il s'est déco. Ça déco mon stream. Et ça me ramène au menu sur Gran Turismo et j'ai plus accès à mes menus pour jouer. Donc à ce moment-là, je m'en rends compte. De 2, les lobbies en ligne. On est sur un jeu qui sort en 2022. GT Sport, qui est son ancêtre du coup, a de meilleurs lobbies en ligne que lui. Ouais, il est pensé pour ça. Derrière, t'as des voitures légendaires. Voilà, là, ceux qui connaissent ces jeux de voitures, même le Vroom Vroom, vous allez me rejoindre. La McLaren F1. La McLaren F1 de 1997, cette magnifique voiture avec volant central, siège central. Qui est connu et reconnu dans le monde entier et que je pense la plupart des fans de Simoto ou de jeux de voiture aiment bien quand même avoir dans les jeux, elle coûte hyper cher dans le jeu. Et en gros, la plus grosse 23 millions de crédits, il me semble. La plus grosse course qui te permet de farmer, il y a eu une mise à jour avant, il y a une mise à jour qui a mis le jeu offline pendant 28 heures. Ok. Donc on pouvait pas jouer pendant 28 heures et à la fin de la mise à jour, il n'y a eu aucune compensation. On n'a pas eu de crédit, on n'a pas eu de machin ou autre pour revenir dans le game. Et les courses pour lesquelles les gens farmaient donnent moins d'argent qu'avant. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu veux farmer pour acheter la McLaren F1, c'est à peu près, on a fait le calcul, 40 heures de farming. Donc tu dois 40 heures de farming tu vas jouer en optimisant la course qui rapporte le plus autant. C'est ça. Donc en gros, Non, mais c'est absolument pas égal en fonction des C'est crédits que t'achètes débile. toi avec ta monnaie et le farming et que tout t'as à l'heure, fait. vous entendez parler de mettre en place un système pour vendre des voitures. Comme je disais, tu vois, moi je joue à Forza Motorsport depuis le 1. En 2005, j'avais pas internet, donc j'avais pas le live. J'ai eu internet juste un an après. Donc sur Forza Motorsport 2 en 2007, j'avais internet et tu pouvais déjà vendre des voitures en ligne.
Tu vois, on avait déjà le système de vente de voitures. On pouvait soit donner une voiture. Oui. Donc, ce qu'on faisait, c'est quand il y avait des mecs super forts en configuration, ils configuraient ta voiture, Ouais. ils te faisaient les peintures et ils te la donnaient. De Tu ouf. pouvais aussi les vendre aux enchères Ah oui. avec le verrou sur la peinture. Ah, Tu cool. vois, comme ça, les gens ne peuvent pas la débloquer. Donc, Ah ouais. en faisant ça, ça nous permettait parfois de vendre des voitures à 1 million de crédits, à 800 000 crédits. Ce qui fait que. Avec la monnaie du jeu. Avec la monnaie du jeu. Donc, en avançant dans le jeu. Il y avait des paiements en monnaie réelle dans Forza ou pas? Non. Il n'y en a jamais eu, il me semble. À hein. l'époque, il n'y en avait pas. Ok. Motorsport 7, je sais pas. Il y en a un peu dans Horizon non, maintenant. Horizon, je sais pas non peut plus. pas rajouter Moi, j'avais un le peu Season de- Pass, du coup. Ouais, c'est ça, il n'y a que le Season J'ai Pass. rien eu à mettre en plus. Mais du coup, c'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué, c'est un peu dommage, je trouve, parce que là, Gran Turismo 7 avait un bon boulevard, puisque Forza Motorsport, qui est son concurrent console de jeux de simu entrée de gamme, n'est pas encore là. Ils refont le jeu depuis le début, donc le jeu sera là sûrement en 2024 ou autre. Ils avaient vraiment de quoi remettre un peu de lien sur le vroom vroom console. Mais là, ça boude beaucoup, ouais. Et c'est dommage parce que c'est un bon jeu, GT7. Bah oui, c'est un bon jeu, c'est ça, c'est ce que tout le monde dit, hein, c'est le jeu est bon, l'incompréhension des joueurs est quand même là, et le descriptif est mensonger. Alors c'est quoi? Erreur de la part de Sony qui est juste parti sur l'évidence que dans Gran Turismo, bah, c'est ça que l'on fait. Qui a pris les décisions, à votre avis, sur Je sais pas. ce que devait être ce Gran Turismo, c'est-à-dire qu'il camoufle quand même dans un jeu payant un game à service, hein, n'ayons pas peur des mots, avec des mécaniques qui sont très proches de mécaniques de free-to-play, bien qu'il n'y ait qu'une seule monnaie dans le jeu. L'équilibrage est quand même très en faveur de ajouter de l'argent dans. Après, il y aura. Il me semble ils vont refaire une mage pour réajuster ça. Et le justificatif des mecs de Gran Turismo, c'était ça coûte aussi cher, par exemple, pour la McLaren F1 et tout, parce qu'on voulait faire comme dans la vraie vie. Ah, Oui, mais faire comme dans la vraie vie, il faut plus d'années pour farmer une voiture Déjà, comme ça. Hein. pour farmer une McLaren Ah. F1, déjà, Bon, on sera pas plus de 500 dans la vie à en avoir une. Donc, j'aime bien l'idée, c'est très japonais. mais non, mais c'est surtout, voilà, c'est surtout de la merde, quoi. C'est du bullshit. Ah bah, Enfin, tu balances vas-y, pas ça il comme se ça. dédouane carrément. il faut que tu la mérites, ta voiture. C'est la pire excuse, je crois, que j'ai entendue. On dirait une excuse de collégien, en fait. On voulait faire comme dans la vraie vie. Bah non, connard. Les gens, ils jouent aux vidéos après le taf, après l'école. Ils n'ont pas envie de Il y en a farmer qui font 40 heures machin, pour avoir une ils vont voiture. Ils vont quoi. pas farmer comme ça pour acheter une McLaren F1. Surtout si Gran Turismo, ça n'a jamais été comme ça, tu vois. Oui. Donc je trouve ça vraiment dommage. Et dans le chat, je vois que ça parle beaucoup des ventes. Oui, les gars, les ventes, ça se vendra parce qu'on n'oublie pas Ça que se vend trop bien. tout le Gran monde n'est Turismo, ça se pas, vend tout le trop monde n'est pas joueur averti. C'est-à-dire que t'as beaucoup, la plupart des gens qui achètent des consoles, c'est des gens qui font du plug and play, donc ils connaissent pas, ils voient pas les scandales qui se passent ou ils voient pas ce qui se passe. Ils vont C'est ça. juste se dire, je sais pas, il y a une mise à jour 28 heures, j'étais au taf, je suis rentré, c'était pas jouable. C'est Je exactement suis ça. rentré le lendemain, c'était jouable. Donc oui, le jeu va se vendre. C'est pas ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de pas dire. Reza Par a contre, totalement raison. pour la Bien, confiance, ça va être compliqué. Voilà, les joueurs, on va dire hardcore, s'offusquent évidemment, essayent de prévenir un tout petit peu les gens, le consommateur, mais le consommateur de base, celui qui achète Gran Turismo parce que c'est le label Gran Turismo, quand même, encore une licence populaire. Et d'autant plus chez un public qui joue aux jeux vidéo de plus en plus âgé, quelque part, et qui ne passent plus énormément de temps. Eux, ils ont découvert avec la PlayStation 1 Gran Turismo, ils voient Gran Turismo PlayStation 5 qui sort, putain, le nouveau Gran Turismo, la jaquette, elle est quasiment la même en redesigné que sur PlayStation 1. Tu repasses à la caisse Gran Turismo, tu te poses pas de questions. Le jeu va être un succès commercial de oufissime, et je pense même pas que le review bombing n'y change quelque chose. Ce qui me fait dire encore une chose, bah voilà, les jeux qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sur console, c'est FIFA, mécanique de micro-paiement caché à l'intérieur du jeu, Call of Duty, qui lui aussi, Voilà, il me semble, propose des pay to fast, etc. à l'intérieur du jeu. Des skins et tout, oui. Voilà, Gran Turismo 7 qui va s'y mettre lui aussi. Évidemment, là où les gens sont un peu étonnés, c'est que c'est la première fois que c'est Sony derrière qui pousse ce genre de business model. Alors c'est quoi? Finalement, ont-ils raison de faire ça parce que les gens paient? C'est le raisonnement qu'il faut avoir, à ton avis, Suri? Non, je pense pas qu'il faut avoir ce genre de réflexion parce que c'est nocif quelque part. Je comprends aussi que tu vois des licences comme Gran Turismo, Call of Duty, FIFA réussissent bien en termes de vente. C'est normal, c'est des trucs qui sont très grand public et forcément nous on est un public qui on n'a pas forcément la connaissance de l'être, mais on est un public de niche qui avons des attentes peut-être plus élevées que la plupart des gens qui vont acheter un Gran Turismo. Tu vois, c'est un jeu de course pour certains. Pour d'autres, c'est Gran Turismo, tu vois. Il y a vraiment la différence de considération. Et à vrai dire, d'un point de vue entreprise, oui, s'ils veulent se faire du fric, autant qu'ils fassent ça. Mais
à long terme, je trouve que c'est une philosophie très court-termiste, tu vois, en mode on va avoir un opus qui va très bien se vendre, etc. Mais qui te dit que par la suite, le review bombing, il n'aura pas des conséquences sur l'ensemble du studio, sur ses autres productions. Je pense que c'est pas si niche que ça, le review bombing. C'est une vraie question. Hein. Ça peut prendre une ampleur plus forte, et je pense qu'au bout d'un moment, si tu commences à avoir une niche qui est vraiment très vindicative, ça peut aussi être une population dont tu ne peux pas forcément te priver, parce que c'est tes ambassadeurs, c'est tes mecs qui vont dire ouais, Gran Turismo c'est trop bien, qui vont faire du bouche à oreille. Mais si du bouche à oreille c'est ça coûte 80 balles, les mecs ils nous saignent, etc. Bon, là, tu te dis, ok, c'est à long terme, ça risque d'avoir des impacts nocifs là-dessus. On se souvient de Star Wars Battlefront 2 qui avait lui aussi subi un review bombing dû à son système de lootbox à l'intérieur, et le jeu en avait quand même pâti, poussant directement Electronic Arts, c'est ça, à changer de business model au sein du jeu. À ton avis, Sony a-t-il raison de viser un public occasionnel qui est prêt à mettre occasionnel riche quelque part? Pas sur Gran Turismo. Enfin, c'est une licence qui s'est très bien débrouillée jusqu'alors comme ça, sans que ça arrive. Les ventes étaient en chute quand même de Gran Turismo jusqu'à présent. Oui, mais après, voilà, on arrive sur un nouveau Gran Turismo. Il va pas non plus être catastrophique en termes de vente. Donc c'est ok. Mais le truc, c'est que il y a d'autres licences où ils peuvent se permettre de faire ce genre de choses. Et je trouve ça dommage qu'ils le fassent sur Gran Turismo alors qu'ils l'avaient jamais fait. Je suis juste un peu déçu. C'est dommage. Très bien. Ouais, c'est plus la confiance pour le prochain. Les ventes, comme tu as dit, le jeu se vendra. Bah oui. Le jeu se vendra. Mais Cyberpunk s'est vendu. Tout le monde crache sur Cyberpunk sur Internet qui a craché pendant 1 an, mais Cyberpunk, tu prends les ventes, ils avaient déjà rentabilisé le jeu au précommande, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un truc de fou. Donc la pub, le marketing, ça marche. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont vendu, et Gran Turismo, ça a vendu. Gran Turismo, il faut savoir que c'est un des... Comment on appelle ça déjà ? C'est une des égéries de la PlayStation, Gran Turismo. Mais oui, et là, c'est depuis ça. la Play 1, tu vois, peut-être il y a des gens, ils se rendent pas compte. Mais c'est un jeu qui t'a jamais trahi. C'est un jeu... Gran Turismo, je l'ai acheté, le jeu ne m'a jamais trahi. Il fait partie des classiques de la Play. Bah ouais. C'est-à-dire qu'à la Play, je sais pas, ils ont des jeux, des exclus Play qui sont là depuis la Play 1 et autres, et Gran Turismo en fait partie. Donc c'est le jeu de voiture japonais sur PlayStation qu'ils ont toujours proposé. Donc à partir de là, il se vendra très bien. Maintenant, le truc, c'est qu'à chaque fois, sur chaque génération, tu essayes d'attirer des nouveaux joueurs. Il faut savoir que chez nous, le jeu de voiture, c'est très daron. Tu vois, le jeu de voiture, c'est daron. Le jeu de voiture, c'est une commu, il n'y a pas beaucoup de jeunes, tu vois, au final. Dans le vrai vroom vroom, tu te connectes dans les lobbies, tu regardes YouTube, tu regardes Twitch, tu joues avec les gens en ligne. C'est pas un lobby Fortnite, c'est pas un lobby Call of Duty, c'est pas un lobby FIFA, tu vois. Donc c'est normal que, comme disait Alicia même, ces gens-là, je crois que la plupart, ils savent pas c'est quoi un patch note. Ils checkent pas les patch notes, ils vont prendre le jeu, il n'y a pas de souci. Là où c'est dommage, je trouve que c'était pour attirer de nouveaux joueurs. Parce que contrairement en face, ce que fait Microsoft, pour parler du concurrent rapidement, avec Forza Horizon qui n'est pas le concurrent de Gran Turismo, je le rappelle, parce que c'est un jeu plus arcade, simcade, mais ils ont réussi à attirer, concurrent de The Crew, qui a écrasé The Crew d'ailleurs, a réussi à ramener pas mal de gens qui ne jouent pas aux jeux de voiture d'habitude. Tu vois, sur Horizon, la force qu'il y avait, c'est qu'on a ramené des gens qui jouent pas aux jeux de voiture, on a ramené des jeunes, et dans ces gens qui jouaient pas aux jeux de voiture, il y en a certains qui ont pris goût aux jeux de voiture. Et qui derrière vont sûrement faire la transition quand il y aura un Forza Motorsport. T'en as qui refuseront de le faire, qui diront moi j'ai pas envie de faire du circuit, j'ai pas envie de configurer mes voitures. T'en as certains qui leur diront ouais mais t'inquiète, tu peux toujours télécharger les réglages des gens en ligne et tout, tu devrais essayer le circuit. Et je trouve que niveau marketing, Microsoft ils ont été meilleurs sur le vroom vroom récemment que là ce que nous sert Gran Turismo 7. Alors que GT Sport, c'était quand même beaucoup mieux, quoi. Ouais, on va voir, à vous de juger. Est-ce que c'est la cible qui change et qui fait que Sony peut se permettre d'être un tout petit peu plus maladroit comme Reza ? Je suis désolé. Ou est-ce que c'est une véritable erreur de la part du studio ? L'avenir nous dira si le review bombing et bien, les retours un peu désastreux en termes d'expérience joueur aura un impact sur les prochaines mises à jour de ce Gran Turismo. On va parler d'Apex puisque un thread Reddit de vendredi dernier a montré les plans de mise à jour du jeu. Le jeu va être suivi pendant encore plus de 2 ans avec de nouveaux héros qui vont être ajoutés à l'intérieur du casque qui en compte déjà pas mal. On note parmi tout cela Conduit, Scryer, Caliber, Jester, Phantom, Vantage, Uplink, Catalyst, Newcastle. Voilà, c'est
assez hallucinant, en plus d'avoir la fameuse saison 12 qui eh bien, va débarquer prochainement, ou qui a débarqué sur Apex. Le jeu continuera d'être suivi. Apex continue son bonhomme de chemin. Gros succès quand même pour ce Battle Royale qui a fait le pari de se jouer en équipe principalement, donc en squad, c'est ça, 3 contre 3. Qui est fan d'Apex ici peut-être KO? Alors, c'est un peu running gag sur mon stream parce que je me voue à ne pas jouer à Apex, mais pourtant j'aime bien le jeu. J'aime bien le jeu, c'est assez intéressant. Y a des mécaniques qu'on n'a pas forcément dans les autres BR. Et comme par exemple, avoir un personnage dédié pour taper des gens avec des affinités spéciales. C'est un petit peu particulier, j'étais pas fan au départ, parce que moi je préfère qu'on commence tous à zéro avec la même tenue, le même starter. Et finalement, c'est une formule qui marche très bien. Ouais. Et je trouve ça très chouette. Là, on enchaîne les saisons, de temps en temps, ok, il y a un nouveau personnage, et là, la promesse de 9 nouveaux persos, non, c'est archi cool. Il n'y a pas que ça en plus. Ouais, j'avoue, il n'y a pas que ça. 9 nouveaux persos, mais aussi beaucoup d'autres annonces et mises à jour. Quand je me dis dans la tête, toi tu es joueur d'Overwatch sur je me dis Apex, c'est un peu peut-être le BR qui est le plus attirant pour un joueur d'Overwatch. Ça se joue en équipe, la coordination et tout ça. Tu joues à Apex? J'y ai joué beaucoup, notamment quand ça avait été annoncé, quand c'était sorti pendant un sacré temps. J'avais un peu lâché par lassitude, j'avais moins de potes qui y jouaient, mais c'est je pense le seul BR qui me plaît. Je n'aime pas le genre des Battle Royale, mais Apex Legends a réussi à me happer par son gameplay tout simplement. Gameplay nerveux, sensation de tir, les glissades, c'est vraiment incroyable, même parfois la verticalité. Tentfall, hein. C'est ça, tu vois, c'est vraiment addictif ce genre d'expérience. Et je suis bien content de voir que le jeu a quand même encore énormément de suivi, avec énormément de héros pour accompagner le mouvement, parce qu'on sait que les Battle Royale, il y a besoin de ça, il y a besoin de contenu très régulier. Et c'est aussi une tendance qui avait été imposée par H1Z1 en son temps, et ensuite par Fortnite et consorts. Formidable. T'as joué un peu à Apex, Reza, ou pas? Une fois. Alors moi, les BR, je trouve ça à chier. Et à ce point-là? Ouais, et j'aime pas le principe de BR. Tu es réfractaire au principe de BR sans même... Peut-être que... Il y en a des mieux que d'autres, non? Oui, peut-être sûrement. C'est juste qu'il y en a certains t'aimes pas. J'ai déjà essayé. J'ai essayé Fortnite, Apex récemment. Il y avait l'autre là qui avait un peu lancé le truc juste avant. J'ai oublié comment il s'appelle. PUBG, ouais. Très bien, j'adore PUBG. J'avais joué un peu. Et aucun ne te plaît. Warzone, zéro. Rien. Non, parce que déjà, je joue plus au jeu de tir, moi, déjà. Donc, pour commencer. Et en plus, après, ils ont fait d'autres BR. Là, t'as récemment Blade of je ne sais plus quoi, là. Naraka Blade Point, exactement. Que j'ai aussi testé pour me dire, ok, c'est plus un jeu qui me parle. C'est un gameplay un peu mélangé, Devil May Cry, Ninja, machin et tout. Et peut-être que ça va m'aider. Au final, non, c'est pareil. Format BR, j'aime pas du tout. Et même que du coup, la communauté s'est formée et a créé un mode de jeu dérivé pour y jouer en 1v1. Ah donc oui, voilà, tu vois, j'avoue. Eux-mêmes ne jouent pas ce jeu-là pour le BR. Tu vois, c'est des potes à moi de la FGC. Mais du coup, moi, j'aime pas jouer BR. Donc j'ai quand même testé pour savoir que j'aime pas. Je dis pas j'aime pas au hasard. Mais Apex, c'est pas mal pour mes collègues. J'ai des collègues qui ont trouvé leur bonheur dans Apex où ils ne l'avaient pas trouvé dans Fortnite. J'ai aussi beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens disaient au début qu'Apex allait pas tenir parce que forcément, t'avais le truc, vous allez faire comme Fortnite, là, machin, ça va être zéro. Il y a que des OP streamers, après ça va être mort. Au final, le jeu est encore joué aujourd'hui, donc GG à eux. Énormément. Félicitations à eux. Félicitations. Alors, toujours pas d'annonce de Titan dans Apex, dans tout ce qu'il peut y avoir leaké dans ces futures mises à jour. Voilà, toujours... Je pense difficile de savoir comment équilibrer les titans dans un jeu comme ça. Fortnite s'en fout et met des trucs, des armes complètement loufoques au sein du jeu. J'ai l'impression qu'Apex a une volonté quand même de garder des amateurs de jeux de tir dans son BR et a quand même un souci d'équilibrage assez fort dans le jeu. On verra en tout cas 2 ans encore d'Apex Legends, sûr et certain au niveau des mises à jour. Ça mais surtout cet été, probablement la sortie mobile d'Apex. Ah ouais? Ouais. Il est déjà sur Switch, il me semble, en plus. Oula, je ne saurais pas te dire sur Switch. Si, je crois qu'il est sur Switch. Mais ouais, probablement Apex Legends sur mobile. Et d'ailleurs, par les mêmes éditeurs que PUBG Mobile. Hein. Très bien. Donc cool. Bien, écoute, impeccable. News pour continuer, l'arrivée d'un futur jeu Ghostbusters SOS Fantôme revient et c'est Iphonic qui dévoile tout simplement son prochain jeu. Je vous rappelle le studio qui est derrière Friday the 13, je vais y arriver, et Predator.
Hunting Ground, des jeux au gameplay asymétrique à chaque fois, souvent un groupe de joueurs va affronter un autre joueur seul, mais avec des capacités bien plus puissantes. On voit les premières images de ce jeu Ghostbusters justement ici. Voilà, vous êtes un crew de 4 et vous allez probablement pouvoir aussi incarner le fantôme pour essayer de buter les chasseurs de fantômes dedans. Ça marche bien ce genre de jeu. On voit Dead by Daylight par exemple ou In Silence où on peut jouer. C'est ça. Effectivement, le fantôme. On a pas un qui est sorti récemment où tu joues une enfant possédée qui peut marcher sur les murs à l'envers. Alors, je crois que c'est pas vraiment encore sorti. Je crois que c'est encore en train d'être développé. Et ils ont mis justement des nouveaux. Des images. Ouais, des nouvelles images et sorti des nouveaux Twitter. monstres. Où tu peux faire des choses complètement folles. Ça m'a fait trop peur. Où tu peux. Là, dernièrement, je crois qu'il a sorti un gars qui est complètement possédé. Et tu vas pouvoir posséder, je crois, des gens. Non, c'est le bordel. Ouais. Bon, en fait, c'est un jeu. Enfin, je sais pas le titre. J'ai C'est pas un le jeu titre, qui doit j'ai vu sur sortir. Twitter, Qui doit sortir, je crois. Voilà, on se souvient évidemment du fameux jeu Evolve qui avait complètement bidé, qui lançait un peu la mode de ce principe-là. Puis ensuite Dead by Daylight est arrivé, mais après Friday the Third, etc. Enfin, The 13, vendredi 13, quoi. Vous m'avez compris. Est arrivé juste derrière. Et ces jeux, bon, dans une ambiance peut-être un peu plus sombre, avaient totalement ravi les fans de joueurs de gameplay asymétrique. Là, on est sur une ambiance un peu plus lumineuse, un peu plus Ghostbuster, coloré, chatoyant, un peu flashy des couleurs ici. Suri, ça te tente ou pas? Pourquoi pas, écoute, le film Ghostbusters, je pense qu'il y a un peu de fanservice beaucoup là-dedans, et tu vois, il n'y a pas une volonté de renouveler le genre en tant que tel, faire un petit peu de coop en mode Ghostbusters avec toute la surcouche, pour un fan du film, un fan de ça. Moi je dis, why not, hein, ça peut le faire. Très bien, eh bien écoute, impeccable, c'est... déjà annoncé, on verra évidemment pour une date de sortie. Il y aura du officielle. crossplay, c'est cool. Crossplay, Ouais. écoute, ça régale, même si souvent ce genre de jeu, ça s'apprécie peut-être un peu plus sur PC, mais tout le monde n'a peut-être pas la chance d'avoir un ordinateur qui peut tout faire tourner. Niam, nam. Bien entendu, petite news Square Enix, puisque Square Enix a, chez Snapdragon, chez Qualcomm, montré son envie de développer plus de jeux en réalité étendue. Comprenez là-dedans à la fois des jeux en réalité virtuelle, mais aussi des jeux en réalité augmentée. Ils aimeraient bien, grâce à la puissance de certains téléphones, développer plus d'expériences vidéoludiques de leur licence dans d'autres modes et d'autres façons que ce soit. On se souvient de la présence de Square Enix sur le mobile avec notamment un Final Fantasy VII FF7 BR. BR exactement qui est arrivé sur mobile. Il faut savoir que Square Enix n'a jamais lâché le mobile. Depuis le début de l'arrivée des téléphones à clapper, ils sortaient déjà des Final Fantasy dessus. On a les FFPS1 qui sont sortis sur mobile aussi. Exactement, souvent disponibles au Japon. Aujourd'hui, tous les pixels remaster de Final Fantasy sont disponibles sur mobile à des prix évidemment qui ne sont pas très mobiles, mais bon, ça dépend évidemment ce que vous voulez dans un jeu mobile. Là, on essaye de s'étendre un tout petit peu vers d'autres technologies, donc ce qu'ils appellent l'extended reality. Voilà, Milan, souvent réalité augmentée et réalité virtuelle. La réalité augmentée et le jeu vidéo, à part les rares expériences Pokémon Go-esque qui sont très très limitées, on n'en a pas non plus une énorme expérience. On avait vu la démo de Minecraft en réalité augmentée sur le stand de Microsoft qui montrait le pouvoir de ces HoloLens pour pouvoir justement changer un peu tout ça. Tu crois en un intérêt de la réalité augmentée sur le téléphone en termes vidéoludiques, toi, Reza? Je sais pas. Putain, ça m'énerve, je sais pas. Je sais pas. Ouais, Mais ça arrive, hein, Je ça sais arrive. pas parce que. C'est pas Moi, facile j'ai pas de le penser, c'est nouveau. Déjà, c'est pas facile de penser ça. Moi, j'ai pas été client de Pokémon Go. Tu vois, quand Pokémon Go, c'est arrivé, c'était vraiment un raz-de-marée, je trouve. Ouais. Dans toutes les villes, tu crois vraiment, dans toutes les villes, de la campagne à la plus grande ville, tu croisais des gens qui jouaient à Pokémon Go. Moi, j'ai pas été trop saucé par le délire. Par contre, moi, j'ai grave aimé la réalité augmentée sur la production de value des événements e-sport. Parce qu'on en a eu pour le gros tournoi Mortal Kombat qui avait eu lieu en Ukraine l'année dernière, l'invitationnal. Oui. Et ça rendait super bien. Mais du coup, pour le jeu vidéo, j'arrive pas dans ma tête à trouver là un concept et je te dis, ok, ça c'est stylé, on va attraper tous les enfants, tous les jeunes ou tous les adultes, quoi, tu vois.
Ouais, je comprends aussi. Je grince des dents. Après, je suis pas game designer, hein, mais j'ai encore du mal à m'imaginer l'intérêt vidéoludique de tout ça. C'est un petit peu ça, parce que la réalité augmentée, elle est utilisée beaucoup en médecine, par exemple. C'est ça. Aussi, Mais c'est vrai que sur le jeu vidéo, je saurais pas trop dire vers où on peut se diriger, même si, bon, il y a certainement un énorme potentiel. C'est vrai que c'est encore assez flou. Hein. Surgeon Simulator en réalité augmentée. Ce serait pas mal. Tu t'allonges et je sais pas, tu as ta copine qui explore l'intérieur de tes entrailles et qui essaye de. C'est là qu'on découvre qu'il y a des nouveaux problèmes, quoi. Oh là là, Formidable. plus besoin d'aller chez le médecin, trop bien. Suri, est-ce que tu vois un jeu vidéo Final Fantasy dans tes lunettes en réalité augmentée, là, comme ça? Oui, lunettes. Bah ouais, dans tes lunettes. Déjà, peut-être même là-dedans, ce serait pas mal, tu vois, d'avoir un petit truc. Imagine. Mais imagine, ouais, avec des HoloLens qui seraient à ma vue. Non, je vais rejoindre un peu ce que disent Reza et Kao, c'est que oui, on a du mal à imaginer jusqu'où ça peut aller finalement. Et je sais pas si sur une expérience Final Fantasy, on peut avoir quelque chose de véritablement prenant. Moi, j'ai joué à Pokémon Go, pas mal pendant forcément la sortie, tout ça. Ah oui. Et je joue encore. Tiens Ouais. donc. Oui. Et d'ailleurs, bonne Tu nouvelle. m'avais caché ça, Suri? Très bonne nouvelle, il refait beau. On va tous réinstaller Pokémon Go. Bah Voilà. ouais. Bon, on se fait des raids là en bas de Oui, webinaire. bah vas-y. Mais c'est J'avoue. surtout que, tu vois, Attends, je genre m'installe. Pokémon Go, franchement, c'était une très bonne idée, etc. Mais j'ai du mal à voir la véritable plus-value au niveau de la réalité augmentée. Ouais. Je trouve pas qu'il y a forcément de très grosses expériences particulières, ou alors, du moins, via le smartphone. Parce que, tu vois, par exemple, Minecraft, tu citais l'exemple. Moi, je me dis ça dans ton salon, où tu construis, etc. Si tu sélectionnes des blocs, là, il y a vraiment un truc. Il y a vraiment une interaction, il y a vraiment un truc intéressant à faire. Alors que juste, si tu passes ton téléphone comme ça et tu vois juste un Pokémon qui apparaît et qui bouge, tu arrives à le mettre sur je ne sais quoi, genre sur un immeuble, etc., juste parce que tu l'as capturé, bon, bah, tu sors du truc, tu vois. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée dans ce genre d'interaction. Il n'y avait pas un Mario Kart en réalité augmentée? Ouais. Alors, si, le Mario tu places Kart, des trucs, ouais, oui, le c'est Mario ça, sur Kart le circuit. Live, ça s'appelle Mario Kart Live. D'accord, ok. Et Je suis pas tu fan, as ok, un ouais. karting avec une caméra dessus, et en effet, c'est la caméra qui va définir la réalité ouais, augmentée c'est ça, que ok. tu as sur le truc. Donc tu joues une vraie voiture dans la vraie vie, et le circuit est totalement virtuel et implémenté en réalité augmentée. c'est ça, mais bah Polo, oui. t'es trop fort, quelle rapidité d'exécution incroyable, c'est violent. Tu prends un skill de ouf. Hein. Voilà. Donc Ah tout ouais, ce que vous c'est voyez là, charmé. les ennemis, le tracé est totalement, eh bien entre guillemets fake. En revanche, tous les environnements sont réellement filmés par la caméra. Les passages et les petites maps qui t'indiquent de tourner sont complètement là. Si vous voulez d'ailleurs voir plus de ce Mario Kart Live Home Circuit, on a fait un extraordinaire live où on joue à 8 dans l'arena avec un circuit qui fait tout l'arena Nice. à l'époque de la sortie du jeu Reza. Le problème avec ces jeux, tu fais comment pour un étudiant parisien qui vit dans un 9 mètres carrés? Ah bah ça, ça je dois bien Tu vois t'avouer que c'est plus pour la chambre de 10 mètres carrés de ton gosse, quoi, tu vois. Et c'est ça qui était bien du coup, même si j'y ai pas joué avec Pokémon Go, Regarde, c'était c'est en dans l'arena. extérieur. Donc les gens, faisaient du sport, C'est magnifique. marchaient, avaient d'activité physique et en même temps, tout le monde, c'est accessible pour tout le monde, quoi. Je trouve, enfin, ce live était incroyable. Non, mais par contre, Ce live absolument incroyable. Mais c'est fantastique. On Mais a je me passé souviens. du temps à définir le circuit. Je me suis retrouvé en enfance, tu sais, à l'époque où moi je faisais des circuits sur mon bureau Ouais, avec des petits Hot Wheels, voilà, c'est ça. Et je m'amusais à faire, à m'inventer des courses de Des ouf. tracés. Je faisais Des ça tracés, à la ouais. plage. C'était trop bien. Mais Vraiment ouais, à faire la des plage circuits, aussi. mais fantastiques. Les Marble Madness et tout. Trop bien. Voilà, formidable. Il y avait Panta, putain, il y avait Panta. Ah là là. Ah, il est beau, il est tellement beau. Tellement magnifique. C'est super. Voilà, bah, vous pouvez aller voir ce live. Et bon, évidemment, tout le monde ne dispose pas d'une arena pour faire les cons chez Non, lui. c'est sûr. Mais je pense que c'est une des meilleures expériences réalité augmentée que j'ai jamais fait. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de relancer un peu ce Mario Kart Live juste pour jouer avec mes chats. Dans la mignon, voiture, bah parce que ouais. je vois mes chats, tu vois, dans la caméra du karting. J'ai une vision d'eux et je m'amuse à aller les embêter. Eux, ils voient un kart bouger, ça les intrigue, ils jouent avec et tout. Ça. Je crois que McFly et Carlito avaient fait une vidéo comme ça. Ouais. Oui. Avec Joyka. Ah ouais Dans la créa, ouais. Dans la petite, Et ils avaient truc, mis là. des chatons qui faisaient les boss. Absolument formidable. Ouais, On va passer à la news suivante et ça va plaire à Reza puisqu'on va parler de 31 neuvième. 32 9e. 32 neuvième, ouais, exactement. Zelda Ocarina of Time est en cours de portage sur
PC par des amateurs. Et attention, je ne parle pas d'émulation, je parle de portage PC, comme il y a eu le portage de Super J'ai Mario déjà vu, je crois, la 64 vidéo. récemment. Vous pouvez voir ça, c'est assez impressionnant. Le jeu intègre non seulement le 32/9e, le ray tracing, tous les features dans le moment. Comment ? C'est le truc avec UE4. Non, pas du tout. Non, c'est un portage. C'est pas une redistribution. C'est Ocarina of Time, comme tu peux le voir là, porté sur PC. Donc le jeu en fait a été compilé. On a ressorti le code de Ocarina of Time et les mecs ont recodé pour que le jeu passe sur PC avec des modes supplémentaires. Le résultat est assez ouf et vous pouvez jouer non seulement sur des écrans hallucinants, sur Steam Deck ça marche bien entendu. Vous pouvez ajouter, comme c'est un jeu PC, des modes avec des textures HD, etc. etc. Bien sûr, débloquer l'immense 60-120 FPS qui manque tant à Zelda Ocarina of Time, qui, je vous le rappelle, est à 23 FPS de moyenne quand même, ce jeu. Ouais. Il rend, ça fait mal. Ah, ça fait méga mal. Mais voilà, le jeu est là. Et l'équipe a déjà annoncé qu'ils avaient compilé 45% de Zelda Majora's Mask jusqu'à présent. Voilà, c'est assez fou à quel point les mecs sont déter. Je vous rappelle que le portage PC, il me semble, de Mario 64 avait été complètement strike par Nintendo. Oui, c'est un peu le speedrun. Ça leur avait pas plu trop que le jeu soit porté sur PC, surtout à une période où il me semble qu'ils allaient ressortir la compilation 3D All-Star. Mais ouf, punaise, 21/9e Ocarina of Time, 120 FPS. 32/9 là même, j'ai envie de dire. Ouais, 32/9. On est sur du 32/9e, donc c'est les écrans 49 pouces qui coûtent assez cher d'ailleurs. Même pas à imaginer Ça fait plaisir de voir parce qu'on a des gens en 2022 qui malheureusement font pas de 21/9e en natif Elden Ring. Donc là, ça fait plaisir de voir ça sur Zelda. Bien évidemment, d'ailleurs, Polo, si tu veux mettre, t'as aussi. Là, c'est pas un portage, mais c'est ce dont je parlais juste avant. T'as aussi des fans qui t'ont fait une version Ocarina of Time qui n'est pas encore finie. Avec Unreal Engine 4. Oui, tout à fait. Monstrueuse. Je trouve qu'elle est monstrueuse et pareil, t'as que du 21/9, 60 FPS et tout. Là, il s'agit d'un remake amateur de certains environnements. Mais qui garde le même gameplay, Qui garde le même gameplay de base de Nintendo 64. Mais non, c'est cool de voir ça. Pour ceux qui n'ont pas pu le faire à l'époque, voilà. ils pourront le faire parce que Ocarina of Time reste quand même une des grosses bases de la licence. Et même si beaucoup disent il y a un avant-après dans le jeu vidéo avec Breath of the Wild, où moi je suis pas trop d'accord, je suis 100% d'accord pour le fait qu'il y a un avant-après Ocarina of Time dans le jeu vidéo, tu vois. Et qui a touché pas mal de genres d'ailleurs. Ouais, donc c'est cool. sûr, c'était le début de la 3D, donc évidemment, il y avait beaucoup plus de choses à construire. Exactement, dans le jeu. C'est vrai qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que depuis le début, la fin de la PS3, le début de la PS4, parce que le jeu vidéo a beaucoup évolué finalement. Pas trop, tu vois, GTA 5 ressort encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a cet avant, il y a cet après. Et d'ailleurs, pour reparler un tout petit peu de Ocarina of Time, le jeu est en lice pour rejoindre le Hall of Fame du World Video Game. Voilà, Hall of Fame qui contient déjà pas mal de jeux comme Resident Evil, Parappa the Rapper, Dead Dead Revolution, Parappa the Rapper dans la liste. Civilization, Assassin's Creed ou encore Candy Crush Saga. Did you check the toilet on the mic? Eh oui. C'est Il y a vrai. le démineur aussi. Ouais, des mineurs, bien entendu. L'année dernière, c'était Animal Crossing qui avait remporté qui était Hall of Fame, le tout premier, celui de la Nintendo 64 au Japon et de la GameCube en Occident. Voilà. Est-ce que Ocarina of Time remportera cette année et rentrera cette année dans le Hall of Fame des mineurs? NBA Jam, bien sûr, sont aussi des vrais jeux dedans. Voilà, on a. Pac-Man. Non. On a une grosse liste, Le meilleur jeu de tous les temps, Words with Friends. World... Le Scrabble. C'est le Scrabble. Je l'ai poncé. World with Friends, c'est le Scrabble, ouais, d'accord. C'est le Scrabble, je le mets sur mobile et tout. On a déjà, on a une bonne liste de candidats quand même dans ça. Je ne sais plus quels sont tous les jeux aujourd'hui qui sont nommés justement au Hall of Fame, mais je pense que ça peut facilement être retrouvable sur le site qui s'appelle The Strong, National Museum of Play, The Strong. Compris les troncs. Les troncs National Video Game of Play. Voilà, Animal Crossing, Bejeweled, incroyable l'année dernière, Centipede, Hall of Fame aussi, Colossal Cave Adventure, Hall of Fame aussi. Voilà, c'est vraiment des très anciens. Il y a des jeux, c'est bizarre. Enfin, ouais. Flight Sim, le premier Hall of Fame. Qui décide des jeux nominables? Ouais, parce qu'il y a des jeux. Enfin, je veux dire, à quel moment tu y penses en fait, à les mettre dans la liste? Ouais, je sais pas. En mode, t'as Ocarina of Time, t'as NBA Jam dans la même liste.
Je sais pas. C'est pas la même gêne, c'est pas le même type de jeu. Non, C'est le problème de beaucoup de récompenses. Ça. C'est à chaque fois. Et je trouve qu'il y a trop de récompenses au pif, tu vois. Chacun a son Hall of Fame, tu vois. Bah ouais, et c'est un là, peu ça. c'est difficile de trouver des critères objectifs pour se dire, ok, lui, il mérite plus que l'autre d'être dans un Hall of Fame et d'être l'un des meilleurs de l'histoire, etc. Soit certains vont juger par rapport à l'apport à son genre de jeu dans lequel il appartient, certains vont juger les ventes, certains vont juger la popularité. Enfin, il y a tellement de critères. Je ne sais pas vraiment comment ils se basent pour déterminer ça, mais Alors, d'après ce que j'ai compris de leur site, qui est une association, pour rentrer un jeu dans le Hall of Fame, il faut que le jeu ait marqué vraiment un saut à la fois dans l'histoire du jeu vidéo. Ce n'est pas forcément un succès incroyable, mais il y a un avant et un après ce jeu. Ainsi, vous allez retrouver évidemment, tu vois, Flight Sim, StarCraft, vous allez retrouver Grand Theft Auto 3, tu vois, Space GTA Invaders, il y a aussi Tetris, Pac-Man, Pong, tu vois, il y a vraiment un avant et un après ces jeux. Sonic 1, Mario Bros 1, World of Warcraft est dans le Hall of Fame, bien entendu, tu vois, tu peux retracer mort. Il est clair que quand Clairement, il manque Ocarina of Time. Quand tu prends ces jeux-là, il y a un avant-après. Doom et BJ Weld aussi est dans le Hall of Fame. Il y a Doom, Ken. Parce qu'il y a un avant et un après ce jeu, puisque il me semble que c'est le jeu qui a lancé quasiment tout. Street Fighter 2, clairement. 16 sur 20, Doom, on rappelle. Street Fighter 2, voilà. Doom, bien entendu. Pardon. C'est clairement. Zelda, le premier, les Sims, le premier. C'est des jeux qui ont défini leur propre genre et qui ont changé Il manque Castlevania. l'histoire. Évidemment. Tomb Raider, Hall of Fame, je suis pas du tout d'accord, mais bon. Pokémon, Mario Kart, voilà. Mario 64 est dedans. FF7, Halo 1. Donc on voit, il y a vraiment beaucoup de jeux populaires dans ça. Il manque totalement Castlevania. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de Metroidvania qui sort. Ça, ouais, tu vois, d'accord. Castlevania. Sur excuse-moi, tu voulais dire, je t'ai Mario coupé. 64, je l'ai pas vu. Mario 64, il me semble pas qu'il a rejoint aujourd'hui le Hall of Fame, mais tu vois, il y a peu de jeux 3D encore aujourd'hui, si on reprend un peu tout ça. Donc voilà. Mario Bros, Mario Kart. Mario Kart. Ouais, Mario Kart. Super Mario Kart. Ok. Il y a un avant et un après ce jeu. Et tu vois, même là, la réaction de Reza, c'est typique de chacun son Hall of Fame, chacun même ce saut de ce avant-après, chacun le juge aussi. De manière très subjective. Après, je trouve qu'il y a peu de jeux discutables dans cette liste. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Avant-après, il y a moyen d'être objectif quand même. Parce qu'arrête, t'as le MC mauvaise foi sur Twitter, mais c'est vrai qu'après, que j'ai repensé quand Ken a dit, oui, t'as énormément de Mario Kart-like qui sont sortis sur les 15 années qui suivent Mario Kart. Donc au final, c'est pas déconnant, tu vois. Mais après, il y a des jeux plus récents comme City Portal, Minecraft. Même Ocarina of Time, ça commence à être un peu plus récent, tu vois. Contrairement, oui, à ça. Les jeux, voilà, c'est ça. Les jeux début des années 2000, fin des années 80, est-ce qu'ils ont vraiment repensé, est-ce qu'ils méritent vraiment d'être dans le Hall of Fame? Parce qu'un Hall of Fame, par définition, ça reste quand même un jeu, pardonnez-moi, un peu vieux, quand même, dans l'idée. Donc, à voir, évidemment, où est-ce qu'on se passe là. Après, Tomb Raider... Tomb Raider, c'est bien, en fait, qu'il soit là. Ouais, Tomb Raider, je sais pas. Moi, je suis plutôt d'accord, pour le coup. C'est un daron du genre. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux en full 3D avant Tomb Raider. Le chat a raison, c'est Quaroy qui me dit ça. Mais je trouve que c'est le plus contestable. Après, dans le jeu full aventure, je trouve évidemment qu'Ocarina of Time a été beaucoup plus marquant que Tomb Raider, mais beaucoup plus réussi aussi. Mais ouais, ça dépend le public. C'est ça. Souvent le premier arrivé, premier servi. Aussi. Voilà en tout cas pour ce Hall of Fame et pour Ocarina of Time sur PC, ce portage que vous pouvez bien sûr trouver grâce à des petits sites de druides. Si vous en sortez bien, on va lancer la première chronique et c'est toi Suri qui va nous parler comme chaque semaine des sorties avec immense sortie cette semaine. Ah ouais, là, cette semaine, c'est vénère, il y a beaucoup de choses à voir. Notamment, on va dans les grosses sorties. On va commencer forcément par Ghostwire Tokyo, qui arrive vendredi. Ah, voilà. Tango Gameworks qui revient après les Evil Within et qui va changer un petit peu sa formule habituelle. On n'est plus dans le fameux survival horror, on est dans l'action-aventure, cette fois-ci avec le petit fond de folklore japonais qui fait bien plaisir. Le postulat de base, c'est le suivant, c'est que la population de Tokyo a mystérieusement disparu pour être remplacée par des forces surnaturelles un peu étranges, qui s'appellent les sans-visages, et le jeune Akito se retrouve au beau milieu de ça. Lui, de son côté, il a quelque peu fusionné avec un être spirituel, ce qui lui octroie des capacités spéciales et qui font qu'il est le dernier espoir de la capitale japonaise. Donc ça va être très intéressant de voir ce jeu qui va traiter des thématiques comme le deuil, mais aussi d'avoir ce folklore japonais en fond et cette ambiance un peu surnaturelle
qui va se mêler à l'exploration. Va y avoir aussi le thème de l'exorcisme, de l'âme et compagnie. Donc, on va avoir beaucoup de choses et de thématiques assez profondes. Et pour le coup, on a un jeu qui mise quand même sur des affrontements qui restent nombreux et intenses, mais on est plutôt sur quelque chose de simple. Il y a la dimension light RPG qui est à prendre en compte. C'est ça. On se focalise finalement sur les pouvoirs que le héros va pouvoir manier et éventuellement de garder une certaine simplicité là-dedans pour éviter d'avoir un Glooby-Boulga forcément. Je pense que c'est un des avantages de Ghostwire Tokyo, c'est qu'ils changent de genre, mais ils vont pas essayer de le révolutionner. Ils vont faire quelque chose de simple pour juste transmettre leur message, transmettre leur ADN. Et il y a aussi des avantages indéniables à ça, c'est que derrière, ils ont fait du très beau boulot avec notamment la reproduction de Tokyo à l'échelle 1.1. Et toi d'ailleurs Ken, je me souviens avoir vu la vidéo que tu as fait avec JV. Tu disais avec Marie, ah bah tiens là c'est le crossing de Shibuya. C'est ça. Donc carrément tu pouvais te mouvoir dans la ville et tu savais où tu étais quoi. Exactement, c'est ça. C'est impressionnant de voir à quel point on a plein de points de repère. Alors évidemment c'est un peu l'apocalypse, donc tout est un peu en vrac, mais on retrouve la position exacte des combini, des agences de location, des grands centres commerciaux. Ouais. Franchement, le taf, il est ouf et il y a pas mal d'environnements de Tokyo qui est reporté. On enchaîne avec le GOTY de cette année. Kirby et le monde oublié. J'ai tellement hâte. Alors là, pour le coup, ça arrive vendredi, mon cher Ken, sur Nintendo Switch, bien entendu. Platformer 3D avec les inspirations Mario Odyssey et compagnie. On est en train de se promener dans l'univers de Kirby et il se fait aspirer par un trou noir. Et donc, il arrive dans ce petit monde inconnu au bataillon avec d'anciennes ruines et il rencontre Elfilin qui va lui proposer son aide afin de sauver tous les Waddle Dees capturés. Pour le coup, c'est Kirby qui doit encore une fois sauver le monde. Alors, forcément, la capacité centrale du jeu, ça va être le transmorphisme qui est propre au personnage de Kirby. On connaît très très bien ça et qu'il va falloir utiliser énormément pour avoir énormément d'outils et de choses pour réussir à passer outre, donc platformer nécessairement. Et il y a aussi toute une démo qui est disponible pour déjà mettre en place l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que justement la démo ne met pas directement l'accent sur la capacité spéciale de Kirby, mais sur la mise en place d'une histoire. Et ensuite, tu découvriras un gameplay sur le jeu complet, quoi. C'est exactement ça, avec tout nouveau gameplay pour Kirby, même si on reprend les bases. Le jeu est en 3D. Voilà, c'est une toute première pour la licence. Je sais pas si vous vous souvenez des petits mèmes qu'il y avait eu, parce que forcément, la petite capacité de transmorphisme, j'en ai mis quelques-uns dans le runner, si vous voulez les remontrer, ça a été... n'importe quoi. C'est ça, tu vois, forcément, quand il y a eu le Nintendo Direct en février, il y a eu quelques petits trucs, genre le cône de signalisation, ou d'autres montages. VLC Media Player a changé un petit peu, on peut le dire. On peut tout faire avec. Il peut tout faire. Je m'adresse évidemment au nouveau possesseur de Switch de la table, Reza. Enfin, ça y est, tu vas pouvoir jouer à des vrais jeux vidéo. Ça fait quel effet de savoir que tu vas pouvoir jouer à Kirby vendredi? Pardon. Ouais, faut que je remette les lunettes, Polo, là. Il essaie de me mélanger, mais c'est moi qui tiens la marmite à la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Ken, mon frère. Du coup, j'ai repris une Switch. Donc c'est la 3e Switch que j'achète en 3 ans. Ah, mais le forceur. De l'argent gaspillé, quoi. Non, on donne à la famille. Il y en a une autre, je fais gagner à la commu. Tu vois. Voilà, tu vois. Ici, on est gentil. Tu régales, quoi. Bon cœur. Tu régales. Donc, c'est Mikoto qui avait gagné la Switch, d'ailleurs, que j'avais fait gagner, la joueuse de Street Fighter. Bien. Bref, du coup, là, j'ai repris une Switch. Et je vais faire Kirby. Parce que comme je disais, moi j'adore tirer les joues des gens. Je suis petit. Et Kirby a des grosses joues. C'est vrai. Gardez vos masques. Aïe, aïe, aïe. Kirby, il a des gros joues. Donc je compte faire le jeu. Les graphismes sont stylés. J'ai vu qu'il y avait pas mal de pouvoirs. Tu sais, quand la mécanique de manger quelque chose et d'acquérir le pouvoir est super bien mise en place. On a un peu de Mario Odyssey, on a un peu de platforming. Donc ça va être cool. À défaut d'avoir F-Zero, qui est le meilleur jeu Nintendo, je vais jouer à Kirby, parce que j'adore aussi Kirby. Et d'ailleurs, petite question, est-ce qu'il y a Meta Knight dans le jeu ou pas du tout? Il a été montré. Meta Knight, meilleur perso de la licence Kirby. Il était là. Ça part de là. J'ai pas joué à Kirby, je crois, depuis la Game Boy Advance ou un truc comme ça. Donc, ou je sais plus quelle époque. Je sais plus si c'était sur DS ou sur GBA. Mais ça fait longtemps, Ça régale. Le jeu de Paul qui sort aussi cette semaine, non? Et oui, Tiny Tina's Wonderlands qui arrive ce vendredi. Donc PC, Xbox, PlayStation, il y a tout ça. Et forcément, on retourne un petit peu dans cet univers de Borderlands. On y remet les pieds carrément avec ce nouveau cadre qui est propre finalement à ce qu'on connaît de Borderlands, mais avec la petite surcouche Heroic Fantasy qui est amenée forcément par le personnage principal, le personnage de Tiny Tina,
qui va guider les 4 joueurs, parce qu'on peut jouer à 4, donc forcément dans une campagne de jeu de rôle sur table à vivre en ligne ou en local. Et en gros, c'est un action RPG qui va mettre l'accent sur le looter-shooter. On a des mécaniques qui sont très proches de Borderlands 3, pour ne pas dire les mêmes. Oui. Les interfaces aussi. C'est du Borderlands 3 finalement, avec nécessairement une autre manière de l'appréhender, cette Heroic Fantasy et cet aspect, j'ai un maître du jeu qui va me guider, et c'est Tiny Tina. L'histoire débute justement après les événements de Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, qui était l'extension de Borderlands 2, et c'est pas nécessaire d'ailleurs de l'avoir fait quand elle était sortie en 2013. On peut très bien commencer par celle-là. Et après, finalement, pas de dépaysement à venir, pas de réinventation, j'allais dire, mais pas de nouveauté sur l'essence de Borderlands. On reste sur les mêmes bases, mais avec un petit peu plus. Un petit peu plus KO, un petit peu plus. Bah ça se voit, ouais, le côté un petit peu plus, pour avoir fait Borderlands 3. Pas mal de... On voit, il y a un arc, il y a des nouveaux monstres. Après, c'est toujours la même DA. Moi, je préfère cet univers-là. Ouais, à bizarrement, je Borderlands. préfère aussi. C'est un peu plus dans la fantasy. Voilà, on voit un peu... On l'a vu, bien sûr, le poney non plus. En vrai, je pense que j'aurais tendance à préférer cet univers-là que Borderlands. Très bien. Un peu qui est un peu, ok, post-apocalyptique, etc. Mais c'est vrai que là, on est plus un peu dans l'heroic fantasy direct. Ça sort Vendredi. Vendredi. C'est ce que je dis sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4. Écoute, Why ça not? régale. Autre sortie cette semaine? Oui, alors on a Relayer, RPG tactique avec des mechas de nouvelle génération qui va arriver le 24 mars sur PS4, PS5. On a également The Ascent, un action shooter RPG qui est plus orienté sur la coopération dans un monde cyberpunk. PS4, PS5 aussi. Et pour Rune Factory aussi, si vous êtes fan de cette licence. 5e opus de la saga qui arrive le 25 mars sur Switch. Écoute, ça régale. On va passer un petit coup sur les sorties indés. Tout à fait, avec déjà des jeux qui sont disponibles depuis lundi, avec notamment Itora qui sortait sur PC. C'est un jeu de plateforme en 2,5D avec des environnements qui sont peints à la main. Donc c'est assez intéressant pour le souci du détail. C'est un studio allemand de Grimbart Tales qui est composé d'environ 8 personnes et c'est édité par Assemble Entertainment et on incarne Itora au travers du monde fantastique de Naukan avec des êtres masqués. Toute l'humanité a disparu et Itora a l'air d'être la dernière survivante. J'ai pris le jeu. Et pour le coup, c'est justement essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi de sauver ce nouveau monde d'une peste qui est en train de le ravager. Et il y a des inspirations qui viennent de paysages d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, avec un travail aussi sur les différentes animations pour avoir des contrôles fluidifiés. Et donc ça part sur du plateforme, de l'énigme, du combat de boss, comme on connaît dans ce genre de... Ça ressemble beaucoup à Ori, mais bon là avec... c'est un Metroidvania. Ça a l'air d'avoir un peu moins de punch, quoi. Mais sympa. Savoir qu'une toute petite équipe a travaillé et a réussi à sortir ça, ça a l'air formidable. Waza. Ouais, je l'ai pris moi. Je le Tu l'as streamais. pris? Ouais, je l'ai récupéré. Je vais le streamer, je pense, pas la semaine pro. Je dois finir Soap d'abord. Je vais finir Soap FFO, puis il faut faire Ghostwire Tokyo. Il faut ouvrir un moment entre les deux, je vais faire ça. La DA m'a parlé, donc directement on a cliqué quoi. Ça régale, une DA et on clique. Autre jeu indé peut-être cette semaine? Juste préciser le prix, 16,99€ sur Steam si les gens veulent se le récupérer. C'est attention jusqu'au 4 avril, après ça passe à 19,99€. Et vous pouvez aussi récupérer l'édition Sauver le Monde qui est à 25,49€ actuellement et après ce sera 29,99€. Mais dans cette édition vous avez le soundtrack, l'artbook et vous avez 10% des bénéfices qui sont reversés à l'ONG Survival International et qui soutient les populations indigènes à travers le monde. Let's go. Très bien. Ça régale. Très, ça régale bien, absolument. Autre sortie indé cette semaine? Oui, alors ça sortait hier, c'est A Place for the Unwilling. Oui. Tunique? Non, il est sorti quand Tunique? Ah, Tunique? Tunique. Ouais, J'ai cru que tu lui posais une question intime. Ah non, le jeu, je parle du jeu. Il est sorti quand déjà? La semaine dernière. La semaine Ok, la dernière, semaine dernière, merci. Donc là, pour hier, c'est A Place for the Unwilling. Alors, ça avait déjà été release sur PC en 2019, mais maintenant, on a l'arrivée sur Switch, qui est donc maintenant disponible. C'est une aventure narrative qui est réalisée par AL Pixel Games, une équipe de 9 personnes qui a déjà bossé sur des petits jeux comme Missing Translation ou encore Who the Hell is Sarah. Et le titre nous place au cœur d'un monde assez étrange qui est condamné à périr
21 jours après le début de l'aventure. C'est essentiellement des choix qui vont dicter l'évolution des choses. Il y a une centaine d'événements et compagnie qui vont créer le scénario à choix multiples et qui va altérer le monde dans lequel on évolue. Et on peut être un peu de tout, un trader, se faire des potes, explorer librement. Mais surtout, il n'y a aucun combat, aucune minimap, aucun marqueur de quête. C'est juste de l'histoire. Et c'est là aussi la force du jeu. On a une certaine profondeur narrative qui le revendique d'un Sunless Sea, un cadre mystérieux à la Majora's Mask et une petite touche de Lovecraft. Et tout ça, c'est dispo. Ça se sent, ouais. Il faut le noter parce que parfois, les jeux ont tendance à être plus chers sur Switch, notamment les jeux indés. Mais là, sur Steam, il est à 14,99. Et sur Switch, il est baissé à 11,99 jusqu'au 29 mars. Et il repassera à 14,99 aussi. Donc on uniformise pour le coup. D'accord, et écoute, parfait. Les trailers me font penser, les petites cinématiques à Professeur Layton. Ouais. Après, c'est vrai que la DA et très l'univers un peu Lovecraft, c'est un peu particulier. J'avoue. Je crois qu'on a un clip là, pour le coup. Reza qui me regarde et qui fait tu ris, tu niques. Mais non, mais moi je parlais du jeu. Je vois même sur le chat, c'est des psychopathes. Ils croyaient que je disais genre tu niques. Je parlais du jeu, moi. Évidemment. Bah oui. Évidemment. Non, mais je suis sérieux. Je parlais du jeu. On n'a jamais douté, Tu vois Reza, il n'y a pas de problème. On va enchaîner. Bon, on a pour aujourd'hui un autre jeu qui sort. Alors, j'avais vu passer Nintendox dans le chat. Quoi Bon, ça va être assez similaire. Ouais. Exactement, Animal Shelter qui arrive. Hey. Jeu de simulation qui est créé par l'affiliate de Playway Games Incubator, qui est spécialisé justement dans les projets à faible ou moyen budget, avec énormément de jeux de simulation. C'est en gros l'existentielle question de Can you pet the dog ou Can you pet the animal. Et en gros, tout simplement, on va devoir prendre les commandes d'un refuge pour animaux, prendre soin d'eux, donc on les recueille, on les soigne, on joue avec eux, on leur construit un abri, tout ça. Il y a un vaste panel d'actions possibles pour faire en sorte qu'ils passent une très bonne vie, ces petits doux. C'est super. Écoute, voilà. Nous des animaux, prenez soin de vos animaux. J'espère qu'il n'y a pas d'interaction un peu pénible, un peu méchante pour les animaux, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais, il y avait écrit soit le soigner, soit le laisser. J'étais. Ouais. Ouais, bien sûr. Tu peux peut-être devenir le pire gérant de fourrière de l'histoire, Ouais. de refuge de l'histoire. Terrible. On termine avec les deux autres jeux. Il y avait un alligator. Un alligator. Oui, à la fin. What the fuck. C'est américain. Formidable. Voilà. Ah oui. Be careful, il y a marqué. Aïe, très bien. Bizarrement. Et c'est la fin du refuge. Ça régale. On enchaîne avec Mémoire Blue. Et oui, Mémoire Blue qui arrive dès demain sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch. La totale qui combine 3D et dessin traditionnel. Et c'est annoncé comme un poème interactif. Si vous avez joué à Journey, tout simplement, ça va être à peu près dans la même idée où le gameplay s'efface au profit de la narration. Et en gros, on va être dans une histoire où tout simplement il y a l'histoire d'une petite fille qui essaye de revenir dans ses souvenirs. C'est une esthétique assez particulière et ça va faire évoluer entre des thématiques comme une petite fille qui était une athlète superstar et l'amour universel qu'il y a entre une mère et une fille. Donc il y a pas mal de choses. C'est développé par Cloister Interactive, un studio indé new-yorkais qui est d'ailleurs supporté ici en édition par Annapurna Interactive. Bien. Et donc on va avoir de très beaux environnements à découvrir et on va pouvoir voir comment bien cette relation mère et fille se consolide au fil du temps. D'accord, ok, impeccable. Et dernière sortie indé de la semaine. De Planet Crafter qui arrive sur PC également pour demain. Ça sortira en accès anticipé cette semaine et c'est français tout simplement. Ça s'inscrit dans la lignée des Astroneer et des No Man's Sky avec la particularité de proposer une mission bien précise, c'est de rendre une planète hostile habitable. Ok. Ça on a quand même déjà l'habitude. On n'a jamais fini sur la sci-fi. C'est vrai. Comme quoi. Mais pour le coup, c'est une expérience solo de survie qui va se mettre en place avec de l'exploration, de l'artisanat, des blocages de technologie. À la première personne encore. C'est ça. Pour le coup, il y a 2 personnes qui sont sur le projet seulement. C'est Brice qui est à la programmation et Amélie qui est plutôt sur l'aspect graphique. Et c'est donc sous la coupole de Miju Games. C'est Miju Games. C'est français, ça régale.
Voilà. Alors, Magnifique. à noter que Bien il joué. n'y aura aucune forme de violence, il le précise, aucune forme de violence, pas de créatures extraterrestres, pas de combat, etc. Ah, c'est bien. C'est C'est de full l'exploration, détente. craft, Craft simulation, quoi. Vraiment, C'est ça. assez chouette. ok. Et pour le coup, l'accès anticipé va évoluer en termes de prix en fonction du contenu du jeu. Donc Mm. plus ils vont ajouter Ouais. de contenu, plus ça va faire évoluer le prix. Donc en conséquence, pour refléter un peu l'expérience de jeu des acheteurs, tout simplement. Un jeu éco-responsable. C'est ça. C'est bio. Formidable. On rappelle un tout petit peu Game Pass PS Plus. Oui, tout à fait. Game Pass, il y a énormément de sorties cette semaine. Vraiment Oui. énormément. Il y a Kraken Academy, Tainted Grail Conquest, Zero Escape de Nonary Games, A Place for the Unwilling, justement, qui va faire son entrée, Richie's Nightmare, The Pizza Delivery Boy Who Saved the World, Thunder Kid, A Memoir Blue, qu'on a présenté tout à l'heure, Norco, on a Aerie aussi, Devastator, Tiny Tina's Wonderlands, Ah oui. qui sera dans l'équation. Sérieux? Fancy Boy in Puzzle Land et F1 2021 qui, via l'IA Play, sera disponible dès demain. Ok, let's mal, hein. go. Ouais, c'est Let's pas mal go. du tout. Voilà, en plus, je vous rappelle, de F1 qui arrive, le Donjon de Hullbug, Tunic, qui sont aussi dedans. Et prochainement, Trek to Yomi, formidable. Côté PS Plus, Côté PS Plus, on est-ce est qu'on a le droit à quelques crédits Gran Turismo? j'aimerais bien, hein, voilà, une petite McLaren La touillette, au hasard. McLaren F1, ouais. Ah là là, mais non, sinon on reste sur les mêmes choses. Un Team Sonic Racing, tu vois, si tu ne veux plus de Gran Turismo, tu La peux aller touillette. faire un Sonic Racing pour le coup. Aïe, aïe, aïe. Super jeu, Sonic Racing. Oui, c'est un super jeu. Après, est-ce que ça correspond à ce que veulent les fans de Gran Turismo? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a Team Sonic Racing, il y a Ghost of Tsushima Legends, donc la partie multijoueur de Ghost of Tsushima, il y a Ark Survival Evolved et Ghost Runner qui seront de la partie. Let's go. Autre chose à ajouter? Il y a du PS non nouveau, rien. Sinon, à l'ouest, rien de nouveau. À l'ouest, rien de nouveau. Merci beaucoup, Suri, là-dessus. Petit rapidement tour de table. À quoi allez-vous jouer cette semaine, toi, KO? Ah ouais, d'accord. À quoi je vais jouer cette Ah ouais. semaine? Attends, parce que j'ai déjà oublié. En Il y a vrai, rien qui fait alors dans toutes ces sorties? peut-être Mémoire Blue. Mémoire Blue, d'accord. Peut-être. En Mémoire plus, Blue. on voit qu'il y avait deux DA qui matchaient très bien pour sur les souvenirs de la petite fille Yes. et avancer dans l'histoire. Why not? Un jeu hors. Sinon, en vrai, j'étais pas vraiment ambiancée par Tiny Tina, mais de plus en plus actuellement. Ah, ça se laisse tenter, Et bien sans toi, entendu, Paul. ici. Reza, de ton côté, tu nous l'as déjà dit, Ghostwire Tokyo et Kirby, du coup, seront tes games. Kirby, je l'aurai pas cette semaine. Donc Ghostwire D'accord. Tokyo, SOP FFO et le jeu indé, là, Ito, je crois. Ils s'appellent, Itora. Itora, tout à fait. Suri, toi, Les trois. Overwatch. Non, je veux aussi me faire Tunic là en oui. ce moment. Alors ça régale. J'ai le bon Tunic à faire. Et Ghostwire Tokyo, envie de tester. il me tente, Ouais. mais faut que je vois si j'ai les sous pour. Il faut, je vois, si j'ai les sous-pour. Les Voilà. sous-pour, les fameux sous-pour. Hein, Les fameux sous pour. Les fameux sous-pour. On espère que vous que avez Gran les Turismo sous-pour vous récupéré. aussi. Je n'ai pas les sous-pour acheter la McLaren F1. C'est moins cher qu'un Gran Turismo. Par contre, j'ai les sous pour acheter Snoop Dogg dans Call of Let's go. Duty, Mais les oui. gars. Évidemment. Il qu'on est a sorti les de son hôtel, de son sous-pour. métaverse. Voilà. Incroyable. Mais oui. C'est ça. Il C'est est là, incroyable. il est dans Call of Vanguard et Call of Warzone, ma gueule, tu peux jouer le Snoop. Oh là là, cette compilation Qu'est-ce qu'on attend Call of Duty mobile, hein, Call of Duty ou Vanguard, Call of Duty Warzone, vous avez 3 skins de Snoop disponibles pour vous, pour régaler. Reza, Ah, vraiment, grand fan de Snoop depuis mon enfance. Ouais. bah alors... Mais je joue pas à Call of. Mais qu'est-ce que t'attends pour... C'est le moment de oui. te mettre Moi, la le Call of. fucking D, double D. Tu veux... Bah voilà. Ah, je suivais Paul qui m'a lancé. Aïe, 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 aïe. Il m'a lancé, Paul, je vais continuer. Mais je joue pas à Call of. Pouah. Malheureusement. Ça te donnerait pas envie de jouer? Envie de regarder quelqu'un jouer à Call of. Ah, ouais. Ah, c'est pas mal. En vrai, on Ou avance si bien. vous jouez à Call On of, avance prenez bien. le. Je paye mon skin Snoop à un streamer du chat s'il stream Call of. Oh putain, c'est Allez. incroyable. Ah, mais c'est dit. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Le crossover le plus ambitieux de l'histoire. Mon gars, incroyable. Eh bien écoutez, ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, là visiblement dans le chat. Incroyable. Voilà, rien d'autre à dire, si ce n'est que vous pouvez vous faire plaisir, rigolo. En tout cas, de voir Call of Duty s'ouvrir à des pans de pop culture. Un Call of Duty qui se Fortniteise de plus en plus, évidemment. Et le Snoop Loop qui est évidemment reparti sur nos écrans. Snoop peut-être, mais aussi
cursed. Alors, c'est pas Je rappelle Snoop la qui est Ketsa. cursed, c'est ce que vous allez voir qui est cursed. Vous le Alors, savez probablement, Sonic the Hedgehog 2 arrive au cinéma. Et pour célébrer évidemment la sortie du jeu, les Américains de Microsoft se sont dit comment pouvons-nous être du plus mauvais goût possible. C'est Pentaro évidemment qui aura probablement la réponse après l'achat de ces nouvelles manettes Sonic, des manettes Xbox Series recouvertes d'une fourrure rouge et d'une fourrure bleue pour rendre hommage évidemment à Sonic et une magnifique Xbox Series S. Alors il me semble que ceci n'est pas un fake, c'est réel, ça va arriver. Le ring sur cette Series S plus la Series S aux couleurs de Knuckles et de Sonic. Voilà. Que dire de plus, si ce n'est que ça doit être tellement agréable de jouer avec de la moumou. En vrai, moi je les trouve très mignonnes, mais le seul souci c'est que sur une manette tu transpires vite aussi. Ah ouais, ça crade. Donc je sais pas comment tu peux pas la laver. Bonjour, la laver. À part avec une lingette peut-être, mais c'est pas ouf quoi. C'est avoir un dommage. cadavre dans ta maison. Bah ouais. Elle va se mettre à bouger toute seule aussi. Reza, toi qui es un homme de goût, une petite manette à la pilosité bleue, ça te dirait ou pas? Non. Comment ça, non? Parce que je suis comme KO. T'as vite chaud avec une manette à la main en fait. Ouais. Tu transpires toi des mains? Pas spécialement, mais toi et moi on joue à des jeux Ouais. où il y a beaucoup d'input. Transpirant, ouais. un Des peu, jeux des fois. transpirants, Mm. des jeux de combat, des jeux C'est pour ça d'action. que je préfère toujours jouer au stick parce que mes mains sont plus Ça aérées. aère plus tu vois. déjà, ouais. Mais du coup, non, il fait déjà assez chaud, je pense, sur une manette en main après 15 minutes de gameplay. Donc une manette comme ça, un peu compliqué. C'est quoi le projet dans cette collab? C'est vraiment créer collection. la manette la plus pétée du monde ou alors il y a vraiment un bail Collection. des collectionneurs de manettes de Xbox? Ouais, collection. Pentaro n'est pas seul, pourquoi quoi. pas, ouais. Hein? Pourquoi pas. D'accord. Ouais. C'est la À la, beauté du soirée, marketing. à la soirée de lancement Forza Horizon, on a rencontré quelqu'un qui avait une 50aine de manettes Xbox chez lui, qui fait de la collection de manettes Xbox. Arrête. Entre la Xbox One et la Series maintenant, du coup. Mais c'est à chaque fois, c'est des reskins de la même manette. Ouais, C'est quand même fou. Oui, mais c'est joli. mais qui Je, collectionne. hein. C'est comme, je les, peux non, le mais c'est comme concevoir. les gens qui collectionnent des pop, c'est le même design et pourtant. Enfin, une manette d'Xbox, c'est 70 € quand même. Oui, on n'est pas, bon. pas sur le même investissement de collection quand même. Oui, mais Mais ils ont- non, mais il en sort moins que des pop. Il y a aussi Razer qui va sortir une manette, mais Captain America cette fois. Et Ah. par contre, c'est pas 70 €, c'est 180. Arrête. Ouais. Une manette Razer Captain America. Oui, alors pas Captain America en tant que tel, c'est sur la série Disney Plus qui avait été sortie avec Falcon. Donc ça arrive, là je me suis inscrit pour être notifié. Non mais Ouais, il y a 180 balles, et Razer qui va en sortir une. Mais arrête, je recherche ça sur mon ordinateur immédiatement. En plus, y a- c'est un concours, ouais, comme ils disent. C'est pas un truc que tu vas acheter. Wouah. Attends, mais est-ce qu'on a quelque part des images de cette manette? Parce que je ne la trouve pas. Mais. Ah oui, d'accord, il y a un concours pour la gagner. Oui, c'est ça, elle va C'est être ça. en édition limitée, évidemment. C'est En normal. vrai, tu la gagnes, tu la remets sur StockX, Ouais, non, tu la mais vends x10. Mais évidemment. un petit Évidemment. billet à faire. Évidemment, tu gagnes directement ton argent. Putain, je trouve pas la manette de Falcon sur et Razer, Oliver. Mais Le Twitter de Razer, je pense qu'on peut le trouver. en même temps, Razer, ils ont une manette qui s'appelle la Wolverine Ultimate. Autant te dire qu'on est complètement là dans les noms Ah oui. les plus fous de la Terre. Razer capard du meilleur comme du pire. Voilà. On vous tiendra au courant si on arrive évidemment à nous procurer ces manettes. Je veux voir la sensation que ça fait de jouer avec de la moumoute. Incroyable, d'accord. Ah ouais. C'est cher, 80 € pour ça. Ah ouais. C'est une élite ou c'est une classique, la manette? Ça a l'air d'être une classique, vu la croix. Cuisine, garage. Et cuisine et garage. Les deux. Dommage. En 180 tout cas, balles. On n'a laissé vraiment Ah non. aucune chance à cette manette. Petite mise à jour de WhatsApp. Utilisez-vous WhatsApp ici? Ouais. Tout Oui, le monde, je pense. depuis hein. des années, ouais. Des années, tous sur WhatsApp, toujours plus de WhatsApp. Eh bien, sachez que vous allez bientôt pouvoir rajouter et réagir par emoji sur WhatsApp. Voilà, le nouveau projet emoji WhatsApp. Incroyable, WhatsApp devient Ils deviennent Internet Explorer en fait. deviennent n'importe quel service de messagerie, quoi. En vérité, c'est une annonce absolument incroyable, hein. Outils de création d'autocollants, lecture de messages audio plus pratique. Voilà tout ce qui attend la nouvelle mise à jour de WhatsApp, attendue depuis maintenant pas mal de temps. Voilà, ce qui va vous permettre de mettre évidemment vos emojis préférés. Moi, j'ai mon emoji sur mon téléphone. Il est travaillé avec un petit béret rose. Je veux pouvoir le mettre, évidemment, l'insérer dans mon WhatsApp et pas forcément tout le temps dans mon e-message. Je suis très content.
Reza, très content aussi, visiblement. Bon, T'es un mec des emojis, toi? T'as un emoji Morpheus, les lunettes? non, on a Morpheus lunettes sur mon stream, Ouais. mais sinon, mon emoji, moi, c'est le bonhomme qui pleure. Ah! J'utilise depuis MSN. Ah! Le Mais bonhomme qui pourquoi? pleure, je sais pas. Mais tu es un homme triste? Tu as des choses à communiquer? Moi, je crois que c'est quand t'envoies ça quand t'es un peu agacé, énervé, ou alors ça te choque, Non. ou plein de trucs comme ça, tu peux tout faire avec, non? Ouais, tu peux tout faire, mais justement, je l'utilise souvent que dans des moments positifs. Pas dans des moments négatifs. Et c'est pour ça que souvent, quand je commence à parler avec des gens par message, ils comprennent pas trop. Ils me disent, mais attends, pourquoi tu mets cette émote? Ouais, Après, tu ils pleures comprennent de que, joie, toi. Ouais, voilà, ils comprennent Ouais, que c'est mon toi, tu signe pleures de d'action mou joie. un peu. Ouais, tu pleures de joie. C'est Même, affreux. même là, j'ai dû le mettre au moins genre 6 fois depuis le début de l'émission sur le chat. Oui, Tu vois 100%, je regardais. Ouais. C'est un floudeur, Reza, Je suis dans désolé. le chat à chaque émission. Ton emoji préféré, Suri? Oh là, celle que tu utilises beaucoup, sans t'en rendre compte. Le rire ou alors, tu sais, le 2 points avec un D. Oh punaise. D'accord. Deux points Ah. P. Le Joy Boy, quoi. Ouais, celui-là, on l'avait pas sur MSN, celui-là, Paul. Hein. Oh mon dieu. Tu vas pas nous avoir. Hein. Et le UU. On l'avait pas, celui-là. Alors, ça n'existe pas. Non. Cette petite phase de nom 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 nom. KO? Alors moi, je change, ça dépend des situations. En ce moment, j'aime bien répondre à... Parce que ça n'a aucun sens, aucun contexte, et mettre un canard. Un canard. Ouais, je mets un canard, il est mignon. Voilà. Wank. Et sinon, non, les emojis, soit qui rougit content, soit qui pleure aussi. Effectivement. Mais sinon, ouais, non, le canard. Le canard, c'est bien. Canard, c'est plutôt bien. Il coupe la conversation, ou alors il déclenche une conversation. Eh ben, on va voir notre monde changer évidemment après ça. Chaos, c'est à ton tour de nous parler de Andrew Souldice, développeur derrière le jeu Tunic. Actuellement, eh bien, extrêmement dosé par beaucoup de joueurs très belles sur reviews. Twitch. Beaucoup sont arrivés à la fin, d'autres sont encore en train de galérer auprès de certains boss qui demandent à rigueur, assiduité et dextérité. Peux-tu nous présenter un tout petit peu qui est Andrew et d'où vient son projet? C'est ça, donc la chronique a pour but de mettre à l'honneur les développeurs solo. C'est toujours impressionnant forcément de voir un jeu, par exemple comme Tunic, aussi bien fait, créé à deux mains, C'est ça. plus ou moins. C'est vrai que vous avez déjà commencé ou pas? Tunic? De quoi? De Tunic? Ouais. Pas encore. Tunic, Pas ouais, encore. c'est madame qui est en train de le faire. Oui, j'ai vu, Moi, j'ai elle pas a eu le temps, streamé ce mais matin, ouais. épisode 4. Elle est face au bibliothécaire. Donc, Spoil Ah Quoi? Il y a une bibliothèque dans le jeu, Ken. Ça, Hein alors, Mais non. il y a des livres? Non, je... Non, mais on est d'accord On va bannir, hein, les gars. que quand je dis ça, ça ne parle qu'à ceux qui ont fait le jeu. Non. Je te dis le bibliothécaire. Je te dis le bibliothécaire. Je te dis bibliothécaire, tu me t'es là, tu me fais. Le quoi, problème, qu'est-ce le problème qu'il y a maintenant, c'est que je sais que déjà qu'il y a 4 mondes et je sais que le boss du 4e monde, c'est le Et bibliothécaire. moi, c'est pas moi qui t'ai dit. C'est toi qui l'as dit. Mais c'est pas moi qui t'ai dit. Je t'ai pas dit qu'il y avait 4 mondes. T'as dit le Il y a 4e 4 monde. mondes? Franchement, Mais non, j'ai pas dit le 4e monde. Franchement, Ken, ça c'est pas le. Mais j'ai jamais dit le 4e Franchement, monde. ça c'est pas. Moi, sur mon stream, ça, c'est 10 minutes de ban direct. Non, mais j'en reviens pas. Je parle d'un bibliothécaire comme j'aurais pu parler de Jacques Chirac et on 10 minutes me quand parle même. de spoil. Je crois que je peux plus continuer. Sache que le Joy Boy qui est en moi est très triste. Mais du coup, ouais, Ça se peut. Andrew Souldice, je ne sais pas trop comment ça se prononce, est le papa de Tunic qui est sorti le 16 mars dernier. Et pour rappel, Tunic, à l'origine, s'appelait Secret Legend. C'est un jeu d'action-aventure en vue isométrique édité par Finji, mettant en scène un renard anthropomorphe qui vit une aventure immense. Et armé de sa curiosité, il va devoir explorer un pays regorgeant de légendes perdues, de pouvoirs ancestraux et de monstres colossaux. Et en fait, un jeu qui, comme l'explique en fait son créateur, il fait un peu écho à un monde ouvert, mais pas complètement, puisque en fait, l'histoire n'est pas linéaire. Le joueur peut s'attaquer aux défis dans un ordre différent. C'est ça. Et ça, Ah. c'est vraiment très très chouette. Ah, c'est bien. C'est quelque chose qui lui tenait aussi beaucoup à cœur, parce qu'en fait, lui, Andrew, il a pour but de faire vraiment découvrir dans tous les sens son jeu, et pas juste quelque chose de couloir. Donc c'est une aventure en fait qui plaira à de nombreuses personnes, tant par sa beauté, on le voit par son choix de game design, mais également pour sa difficulté aux allures un peu de From Software. Ouais, il y a des inspirations très claires. Une Oui, volonté en clairement. tout cas de faire en sorte que les combats de boss soient longs, durs et épiques. C'est ça. C'est ça. Et en fait, en gros, son développement a commencé il y a 7 ans. Et comme il l'explique, c'est le plus important en fait de prendre son temps. Mais en fait, avant de reparler du jeu, on va revenir un peu sur les motivations d'Andrew, car en fait, il travaillait déjà dans les jeux vidéo. Il y a 7 ans, il était dans les studios de Silverback Productions, qui est un studio qui faisait des jeux d'aventure mobiles notamment aussi, et puzzle game. Donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu sur Tunic. Et ça faisait 6 ans qu'il était là-bas. Et en fait, c'est après avoir participé plusieurs fois à la Ludum Dare. C'est en fait on retrouve
en France également le même concept. En fait, c'est une compétition de développement de jeux vidéo où tu as un thème imposé et un temps imparti. Et après avoir participé plusieurs fois à ça, il s'est posé la question de, en fait, finalement, j'ai envie de voir ce que ça fait de créer mon propre jeu à temps plein et pas juste le week-end, en fait, pour le plaisir. Ça l'a saoulé, donc il a give up en fait son travail. Il recommande pas forcément de faire la même chose pour se lancer en indépendant. Et en gros, en fait, à l'origine, toute genèse du jeu, il n'y avait pas de personnage. Il n'y avait pas du tout de personnage. C'était un jeu c'était un diorama en fait de forme et de perspective isométrique. Ok. Il y avait juste en fait quelques éclairages qui permettaient de mettre en lumière la surface plane, parce qu'il n'y avait pas non plus de plateforme, qui mettait en fait toute la lumière sur les endroits où tu pouvais explorer. Et donc d'après lui, ça avait déjà l'air super cool. Et c'est pour ça qu'en fait il s'est dit attends, on va rajouter pas mal de choses, mais la dimension exploration était déjà là. Ouais, je vois comment est-ce qu'il construit son jeu. Tu commences à faire un truc qui te plaît. Ensuite, tu t'étends, tu te balades un peu dans tes environnements. Tu dis, ah ouais, mais ça, ce serait cool, ça, ce serait cool. Petit à petit, il y a un jeu qui se développe autour de ça. Il se penchait sur des détails spécifiques à chaque fois. Et dès le départ, en fait, il souhaitait transmettre comme sentiment principal l'émerveillement de l'exploration et de la découverte. Le fait de se sentir tout petit en fait, et vulnérable dans un monde immense où nos yeux en fait, se portent sur une flambée, une plâtrée de détails, des coins paumés, des coins cachés, des légendes, des secrets, qu'on retrouve notamment dans le jeu très très bien. Très inspiré du premier Zelda. Donc il le dit et répète parce que forcément on compare à un Zelda. Il le dit, c'est pour lui vraiment le tout premier. Mais également, en fait, il est à la fois inspiré du jeu Fez, qui est en fait un plateforme puzzle game où on doit réunir en fait des fragments cachés dans un monde donc vous allez voir les images, vous allez très vite tilter effectivement que on se rapproche un peu de Tunic, donc voilà, platformer, etc. Chercher des éléments un peu partout et revenir à un certain point avec ces éléments pour réussir en fait la quête. Et il y a également grosse inspiration de l'imagerie de jeu comme Monument Valley, qui est un puzzle game où on reconnaît la touche d'inspiration des niveaux des plateformes. Vous allez voir, là par contre, c'est unique. Vraiment. C'est unique. Non, mais vraiment. Unique ou unique Tunic. C'est unique, d'accord. On le voit, voilà, le côté plateforme, mais encore une fois, avec cette vue un peu. Je revois du dessus, très coloré, très vivant. Là, par contre, c'est une de ses plus grosses inspirations. J'avoue, Monument Valley, j'ai jamais fait. Par contre, Fez, je l'ai fait et j'ai été tellement séduit par ce jeu et l'ingéniosité de ces énigmes. Et donc, il y a pas mal d'inspiration. Et en fait, en commençant à travailler sur le jeu, il s'est très vite intéressé à l'éditeur Finji, qui a en fait par la suite proposé d'éditer et affiner le jeu de par leur connaissance et leur expertise, bien sûr. Et en fait, puisqu'en fait, très en amont, il travaillait déjà avec les deux créateurs des éditeurs, du studio des éditeurs Finji. C'était des copains un peu à lui, et il envoyait très fréquemment des premiers aperçus du jeu. Et à chaque fois, étant donné que c'est des personnes qui sont très friendly avec les créateurs de jeux vidéo, il recevait rapidement des reviews. Donc ça l'a beaucoup aidé dans la conception du jeu. Et également, en fait, il a reçu une très grande aide de son copain Félix Kramer, qui l'a aidé dans tout ce qui est production, dans la presse, montrer le jeu au public, dans les salons, en fait, tout ce qui est l'aspect pub du jeu, qui lui a permis en fait de faire découvrir encore à plus de monde et de recevoir encore plus en fait d'avis différents, comme il le dit, d'avoir un autre cerveau posé sur le jeu lui a permis en fait d'avancer, ce qui est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle en fait des reviews, des feedbacks en fait pertinents et constructifs. Donc ça, c'est un peu ce qui l'a beaucoup aidé. Mais surtout aussi, il a toute une équipe son qui le suit depuis le tout début du jeu. Ah, il n'est pas si seul que ça. En fait, il n'est pas si seul parce qu'en fait, il a reçu beaucoup de reviews, ce qui l'a permis de l'aider dans la conception du jeu sur des éléments dont il n'avait pas forcément l'habitude. Ouais. Donc ça l'a permis d'un peu de sortir de la zone de confort, de l'aider à avancer sur le jeu. Et toute la conception sonore, c'est pas lui qui l'a faite. C'est toute une équipe par derrière qui, au départ, l'ont aidé un petit peu. Et en fait, surtout ces 5 dernières années, où là, vraiment, ils se sont lancés à plein temps sur toute cette qualité sonore.
Mais ça a l'air de représenter tellement de travail. Bah oui, 7 ans. Ça 7 ans, seul, 7 ans. Ah. Et c'est ce qui a motivé et surtout marqué Andrew. C'est comme des milliers de spectateurs, on se souvient bien, c'est à la présentation du trailer à l'E3 2018. Ouais. Pour ceux qui se souviennent, c'était pour sa toute grande première en fait, où même en fait Phil Spencer a fait référence. Après, il a pris la parole et il a parlé de la ville de naissance de Andrew. Et forcément, ça l'a marqué. C'est comme le grand Phil, hein, donc ça l'a encore plus motivé à sortir le jeu, à encore plus parler du jeu. Et comme il l'est un peu. C'est quel moteur aujourd'hui. utilisé sur Tunic Unity, Unreal, quelque chose? Oula, je saurais même pas te dire, tu vois. J'ai épongé une dizaine d'interviews. C'est vrai que j'ai Unity, j'allais Unity. dire, c'est pas du tout Unreal, donc c'est sûrement Unity. Ouais, Unity, incroyable. Franchement. Ouais. Ouais, C'est ça, et on voit. Et en fait, date. ça a un peu changé. Et en fait, depuis, Tunic n'a fait que se peaufiner. La structure n'a pas du tout changé depuis le trailer de l'E3. Et c'est juste, en fait, il s'est concentré juste sur les détails. Donc, tout ce qui était énigmes cachées, il y a en fait des glyphes, des lettres un peu d'un langage un peu particulier. Que tu liras jamais, en fait, dans le jeu. Non, c'est ça, en fait, toute une création vraiment originale. Et des détails en fait et des éléments qui vont passer en fait aux joueurs un très bon moment, puisque le but aussi et la dynamique du jeu est de donner un vent de fraîcheur sur des licences qui ont marqué notre jeunesse. Comme expliqué précédemment, on a du Fez, on a du Monument Valley, mais également les esquives de Bloodborne, on a les énigmes de Myst, le côté isométrique de plusieurs jeux qui l'ont beaucoup marqué quand il était plus jeune. Et il veut apporter en fait cette satisfaction aux joueurs de les retrouver tout en ayant fait un jeu grandiose et original. Putain, mais ça régale, hein, t'imagines, hein, tout seul, repenser ton monde, ton univers, ton gameplay, c'est quand même assez oufissime. Et gros succès, hein, parce que on a vu la de note ouf. sur 17 sur 20 sur jeuxvideo.com. Mais oui. Que des belles reviews, un peu des éloges, hein, on voit sur Twitter, etc. des joueurs, c'est très très chouette. Un jeu qui fait plaisir. Et concernant un peu le futur d'Andrew, pour l'instant, l'heure est au repos. Bien sûr, après 7 ans de conception. 7 ans de conception, développement. Hein. 7 ans. Hein. Là, pour le coup, si jamais il devait refaire en fait un nouveau jeu, il le disait, ce serait un jeu très 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 personnel, cathartique, que seul lui pourrait jouer. Ok, il pourrait jouer. Ah ouais, d'accord. Donc vraiment là, ce serait son petit jeu à lui, son petit bébé d'amour. Mais pour l'heure, ça reste que un peu un flou du futur, puisqu'il ne sait pas trop quoi faire actuellement, si ce n'est que de profiter des reviews du jeu. Entre les bonnes ventes de Tunic, son partenariat avec le Game Pass, je pense que, tu vois, je ne sais pas si 7 ans de développement sera rentré dans ses frais. Il faudrait au moins, tu vois, un développeur comme ça, quasiment générer près de 30 000 euros par an, tu vois, au moins pour essayer de faire un jeu comme ceci, qui sur 7 ans fait quand même plus de 200 000 $. Mais c'est ça, et en fait, il le dit énormément. Il saurait que trop remercier, c'est les éditions, les éditeurs Finji, hein, qui l'ont beaucoup aidé sur cette conception, qui l'ont jamais lâché. Donc, GG à eux. Voilà. C'est grandiose, hein. Ça vous donne envie, hein, de vous y mettre à Tunic. Oui. C'est à faire, hein. Toi, ça a l'air d'être un peu ta cam finalement, Reza. Oui, c'est cool. Comme il dit lui-même, il s'est beaucoup inspiré du premier Zelda. Donc au niveau des décors, tu le ressens, au niveau des pièces, au niveau de l'équipement bouclier épée classique à la Zelda. Ouais. Donc moi je suis chaud, je vais le faire. J'avais dit pas maintenant, pas cette semaine, mais je vais le faire. Impeccable, Suri. Clairement, c'est déjà dans mes plans de le faire. Je suis un grand fan des créations comme ça, tu vois, où c'est une personne, c'est 2 personnes, tu vois, c'est des petites équipes qui vont mettre tout leur cœur dans un jeu et de voir les jeux indés comme ça et des jeux indés de cette qualité-là. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de commencer. Alors, j'ai pas eu le temps, mais bien hâte de commencer tout ça et peut-être espérer qu'un jour il fasse peut-être un Tunic 2. Peut-être, hein. Ou un C'est assez rigolo parce que déjà merci beaucoup, hein, pour ce portrait, hein, évidemment, au cas où, mais tel que tu nous l'as présenté et vu la vision qu'il a peut-être du prochain jeu qu'il a envie de faire, je sais pas s'il a envie de tomber dans la tunification ça on sait pas, parce que là il est encore dans le flou, hein. C'est sûr que là ça va être gros repos, quoi. Il a rendu son jeu, il a rendu son univers, il a rendu sa création de 7 ans, après est-ce que le jeu a besoin de plus de moyens peut-être pour faire une suite avec plus de choses? On verra si ça donnera lieu à une licence, mais si ça doit donner lieu à une licence et un jeu plus ambitieux, c'est très certainement pas seul qu'il faut faire ça. Non, c'est ça. Puis là, en fait, comme il l'a expliqué, il a de la chance en fait de prendre énormément de recul,
concernant par exemple les énigmes, où c'est pas juste des choses simples à faire dans sa tête. Ah, ça marche comme ça, ça veut dire que ça va marcher pour tout le monde. Au contraire, il a pris beaucoup de recul pour que ce soit à la fois compliqué et à la fois assez lisible pour des joueurs qui ont l'habitude des puzzle games, tout comme des joueurs qui n'ont pas du tout l'habitude. Et donc à ce niveau-là, il a été relativement très lucide, donc GG à lui. Ça régale, voilà, vous pouvez retrouver Tunic sur toutes les bonnes plateformes et aussi intégré à votre abonnement Game Pass. Et il y aura d'autres, portraits de développeurs dans le Lunch Play au fur et à mesure des semaines. Restez avec nous évidemment, 12h30, 14h30, tous les jours. On va parler de ce fameux bouclier invisible, vous l'aviez demandé. Je vais quand même vous le montrer. Regarde, Reza. C'est ça qu'il te faut pour passer inaperçu où tu veux. Là, incroyable. J'ai mon chapitre de One Piece avant l'heure. Tu me vois, tu me vois pas, tu me vois pas. Grâce à ce magnifique bouclier d'invisibilité. C'est une plaque qui, alors, vulgairement, distord un tout petit peu la lumière, permettant, lorsque vous la regardez en face, de ne pas voir les objets qui se trouvent derrière ce bouclier. Ainsi, la lumière va s'éloigner de votre champ de vision pour ne laisser passer que des environnements relativement éloignés, rendant du coup évidemment un peu flou la zone puisque vous perdez en résolution de l'image arrière, mais permettant de disparaître dans le décor. Regardez, tout ce que vous voyez ici n'est pas un fake, elle est bien entendu énormément mis en avant par le fait que vous allez remarquer dans cette démo, tous les décors choisis sont des décors très horizontaux, tu vois, avec des lignes d'horizon, avec des lignes au sol très horizontales, parce que évidemment là, alors j'ai utilisé le mot diffraction de la lumière, fonctionne essentiellement justement de manière horizontale et ne fonctionne pas de manière verticale. Donc évidemment, il peut y avoir quelques dingues sur des décors un peu plus différents. Mais regardez, ça marche. Soyons invisibles. Reza, excellente. Oui. Ah, t'investis ? Non. Ah mince, mais pourquoi ? Parce que c'est un rectangle. Bah et alors ? Il faut une cape. Et c'est un bouclier. Ah, il faut une cape. Ah, les mecs, vous êtes. Si tu veux le faire pour de vrai, il faut une cape. Ah, vous forcez. Tu rentres dans les locaux là, tu arrives au premier étage, tu mets ta cape. Tu vois plus. Si tu mets un rectangle, on voit qu'il y a un rectangle. Ça couvre bien, mais on voit qu'il y a un rectangle. On va voir derrière. Alors que si t'as une cape. Il y a une excellente vidéo de Dr Nozman sur le sujet. Ah oui. Il avait fait avec une petite carte et il montrait effectivement quand tu le mets dans un certain sens, tu vois quand même à travers un petit peu. Et quand tu tournes dans un autre, et il expliquait exactement comment ça fonctionnait. Alors j'ai plus l'explication entière, mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Dr Nozman. Si on va sur le site, mon bon Paul, qui nous détruit l'objet, vous pouvez totalement voir comment est-ce que ce panneau fonctionne. Il y a un petit schéma qui vous explique comment est-ce que la lumière est filtrée. Donc vous voyez, actuellement, le sujet qui se trouve derrière le bouclier donc va avoir sa lumière qui se reflète et toute la lumière va être éparpillée soit à gauche, soit à droite par justement le fameux bouclier. La lumière venant de l'extérieur du bouclier, elle va converger vers le centre en sortie. Ainsi, en séparant ces sources lumineuses, lorsque vous vous trouvez face au bouclier, vous ne voyez finalement que ce qu'il y a en périphérie de l'arrière, donc pas le sujet qui se situe au centre du bouclier. Évidemment, si vous bougez l'observeur et que vous vous dirigez vers les rayons à gauche ou à droite, vous allez observer, bien entendu, le sujet qui va être visible si on suit les rayons jaunes, par exemple, et les rayons bleus ici présents. Merci beaucoup, mon bon Polo. Retrouvez évidemment Épicurieux, la chaîne qui vous explique absolument tout sur comment est-ce que ça marche. Voilà pourquoi. C'est très corps. Et Jamie, on l'adore en plus. Oui, Jamie, on l'adore. Et il régale. Et ce qui explique pourquoi, dans cette image, enfin dans cette présentation, vous ne voyez une caméra qui est systématiquement en face du bouclier et vous ne voyez jamais de décor un peu, on va dire, en biais ou de décor qui montre des lignes plutôt verticales. Mais on va s'orienter vers l'horizontalité. Donc c'est un peu de la triche. Mais c'est la preuve qu'en optique, on peut faire des choses magnifiques. Les magiciens l'utilisent. D'ailleurs, peut-être toi aussi. Peut-être un jour. J'aurai ma version cap. Quand tu auras la version cap Je l'aurai un jour. Un jour, j'aurai la version cap. Eh bien, écoute, j'espère que la version cap existera peut-être un jour. La voiture invisible sera probablement là. On va se terminer avec une dernière news qui va parler de
Far Cry. Vous savez, Far Cry n'est pas prêt de s'arrêter. La licence qui a vu son 6e épisode sortir et eh bien, il paraît que le jeu va accueillir un partenariat avec Stranger Things, la série Netflix à succès, puisque eh bien, on parle d'une collaboration qui débuterait à partir de demain, le 24 mars prochain, pour voilà. Une petite. Ça fait une belle pub, je crois, parce qu'ils ont annoncé la dernière saison, non, si je dis pas de bêtises, la saison 4. Ouais. Ils l'ont annoncé. Donc, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. On sait déjà comment ça va se matérialiser ? Écoute, je n'ai pas eu le temps de lire la news de JV. Il y a zéro info. Juste, il y a une petite collab. Voilà. Celui-ci, aujourd'hui, se nomme The Vanishing et n'est autre qu'une collaboration avec Stranger Things. Donc voilà, désormais, il y aura probablement une collab qui s'installera dans votre Far Cry. Je ne sais pas d'ailleurs si ce Far Cry a reçu le succès escompté. Il me semble quand même que ça fait partie des jeux Ubisoft qui s'en sont plutôt bien sortis avec le Assassin's Creed Valhalla. Mais bon, écoutez, ça régale. De plus en plus de monuments de la pop culture arrivent dans le jeu vidéo, soit pour faire sa pub, soit pour faire une collaboration. Il faut dire que Far Cry n'en est pas à son premier coup d'essai de DLC ou de mise à jour un peu loufoque, puisqu'on se souvient... En vrai, tous de Rambo. Mais sur le dernier Far Cry, ça aurait été pertinent de mettre Snoop Dogg aussi. Ouais, Snoop Dogg, ouais, c'est ça. À Far Cry 3, on avait Blue Dragon qui faisait hommage évidemment au film de science-fiction des années 80. Mortal Kombat 11. Cyberpunk, Mortal Kombat 11. Il y a eu un bon Rambo. Qui a eu un bon Rambo aussi et qui a eu quasiment la totalité des comment ils s'appellent les Expendables quasiment dans le jeu. Ouais, parce qu'il y a Schwarzy et tout. Il y a Schwarzy. Et oui, il y a on a eu Alien vs Predator, on a eu Leatherface, Massacre à la tronçonneuse. On a eu pas mal de trucs, ouais. Allez, on fête les 25 ans de JV jeuxvideo.com dans JV l'hebdo juste après ce lunch play. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu demain pour une review de l'actualité. Ne ratez pas ce soir une émission spéciale sur le DLC de Mario Kart. Les meilleurs joueurs de Mario Kart du stream vont s'affronter sur les nouvelles maps dans une petite émission spéciale. On souhaite bon anniversaire à JV jeuxvideo.com et merci Reza, merci Supreme, merci Kao, merci Paul, merci à toute la régie. On se retrouve demain. Bisous à tous.